dame, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite, et philosophe de formation. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Anthropologue et philosophe de formation. Mais en tout cas, à la retraite en tant qu'enseignant depuis 2 ans là. À la retraite, oui. Depuis 2 ans là, non? 1 an et demi. En tout cas, merci d'être là. Et merci également à vous de nous suivre à Niamey, dans ces environs à l'intérieur du pays et un peu partout en Afrique, puisque nous émettons également sur le canal Bonferré, en tout cas, sur le canal 282 du bouquet Canal Plus. Très rapidement, et puisque nous sommes en retard, nous avons perdu quelques minutes en route, je propose de suivre très rapidement le menu de Presse Plus aujourd'hui. Dans ce résumé de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Dimanche 12 février 2023, Presse Plus affiche 2 titres à sa une. En fait, il s'agit de 2 gros sujets qui font la une des journaux de la place. Le premier est une réelle préoccupation pour tous puisqu'il évoque l'insécurité qui s'installe durablement, on dirait, dans l'ouest du pays notamment. Ce titre est intitulé « Niger, quand l'insécurité devient normale ». Et le deuxième est relatif à un probable remaniement ministériel. Il est intitulé « Remaniement gouvernemental, la 5e annonce sera-t-elle la bonne ?» Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Premier sous-thème donc de Presse Plus aujourd'hui est relatif à l'insécurité ou à la sécurité, c'est selon. L'insécurité elle-même née de ces attaques terroristes ou de la présence de groupes terroristes dans certaines zones de notre pays, à l'est d'abord, puis à l'ouest et au centre également du pays de plus en plus. Malheureusement, la situation, si à l'est la situation s'est un peu tassée, à l'ouest cependant, elle est l'objet d'une très grosse préoccupation. Elle provoque des déplacements de population, des enlèvements du bétail, de personnes, etc. Je propose de suivre le résumé de ce premier sujet avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Niger, quand l'insécurité devient normale. L'insécurité ambiante permanente et quotidienne, faite du prélèvement d'impôts ou de dîmes, d'enlèvement de personnes ou de bétail, d'assassinats, de meurtres et d'exécutions sommaires, c'est le lot de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes dans l'ouest et le centre du pays. Les régions de Tillabéri, Dosso et Tawa sont ces derniers mois les plus touchées. La situation ne semble pas émouvoir grand monde en dehors des populations concernées. Pire, l'insécurité et son lot de crimes et de désolation est devenu presque banal, voire normal. Ce gouvernement a-t-il réellement la solution? C'est le titre d'un journal de la place. À suivre tout de suite le débat. Et malheureusement, l'actualité est assez triste à ce sujet, vous le savez certainement. Le Niger, donc les forces de défense et de sécurité nigériennes, ont subi une attaque, en tout cas une patrouille de CFDS, dans le département de Walam le vendredi dernier. Et un communiqué du ministère de la Défense a informé les Nigériens du bilan de cette attaque, un bilan assez lourd. Une dizaine de soldats nigériens tombés, 16 portés disparus jusqu'au moment où nous parlons, et puis plusieurs blessés, côté ami en tout cas. Avant de revenir, là c'est le communiqué que vous voyez défiler, mais nous allons y revenir tout de suite dans le développement de ce premier sous-thème. Et avant d'y arriver, Ousseini, un premier tour d'horizon, quand on dit l'insécurité devient chose normale, on a, j'allais même dire, entre griffes, banal, tellement les gens se sont installés dans cette insécurité et elle s'est elle-même installée dans certaines parties de notre pays. On parle ces dernières semaines principalement de la zone ouest du pays qui connaît une insécurité ambiante assez préoccupante avec déplacement de population. Bon, on ne pourra pas parler de normal, mais les gens sont obligés de vivre avec, de faire avec dans ces zones-là. Vous savez, ce phénomène dans la région particulièrement, pas seulement dans la région de Tillabéri, mais également dans la région de Difa,
chaque fois que la saison de pluie s'installe, il y a une accalmie qui s'observe, n'est-ce pas? Parce que les déplacements sont un peu difficiles pour les djihadistes. Mais dès que la saison de pluie est finie, les activités reprennent. Bon, de loin, on fait comprendre que la situation est sous contrôle ici à Niamey, bien évidemment. Mais les gens qui vivent sur le terrain là-bas, les populations qui vivent sur le terrain, ils sont dans la hantise permanente des attaques. Souvent, il y a des attaques qui passent sous silence, où on enlève des gens, on les tue. Et il n'y a pas tellement longtemps, il y a un chef de village qui a été enlevé, je ne sais pas, de Firgoun ou de, comment vais-je dire. Oui, et les déplacements des populations aussi se poursuivent avec intensité. Ça c'est une île n'est-ce pas? Du département de Oui, voilà. Daloru. Alors, quand on voit tout ça et qu'on dit que, bon, la zone, il y a un contrôle de la situation, dans cette zone, une maîtrise de la situation dans cette zone, je me dis, mais quelle maîtrise alors? Quelle maîtrise quand les populations sont obligées de se déplacer? Et régulièrement, des populations, des villages, souvent entiers, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un village, comment ça s'appelle ce village-là, 6000 personnes environ ont dû quitter. Tégué, oui, ont dû quitter. C'est des situations qui sont là. Bon, mais on fait comprendre, on laisse croire que ça va la situation. Il y a des gens aujourd'hui dans cette zone, ça fait des années qu'ils n'ont pas cultivé leur champ, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont dû être obligés de se déplacer pour aller, en tout cas, sauver leur vie ailleurs. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils pourront retourner encore pour prendre leurs activités. C'est tout ça. Et on voit un peu ce qui vient de se passer, rien que ce vendredi-là, où nos soldats, malheureusement, sont tombés dans une embuscade et on a vu un peu le nombre de morts, c'est quand même déplorable. On se pose bien des questions. On se pose des questions d'autant que aujourd'hui, il n'y a pas que l'armée nigérienne dans la zone, il y a aussi les forces occidentales qui sont positionnées dans cette zone-là, avec des moyens sophistiqués. On se pose bien des questions. Comment ces gens parviennent toujours, en tout cas les djihadistes, les groupes-là, parviennent à se mouvoir, à pouvoir poser des embuscades alors qu'il y a des drones qui sont censés et mener la surveillance en permanence. C'est ces questions-là que les Nigériens se posent aujourd'hui. Niger, quand la sécurité devient normale, est-ce qu'on peut parler ainsi, selon vous? Non, normalité, pas du tout. Mais c'est une sorte de cohabitation qu'on fait avec l'insécurité. Les gens l'acceptent parce que l'État, dans son rond régalien, n'arrive pas à assumer effectivement à couvrir certaines parties de notre territoire. Il est vaste, c'est vrai. Il a peut-être pas beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, quand on parle de normalité ici, c'est comme pour dire, bon, on fait avec. Et les villageois, dans la plupart des temps, ils font avec parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans les zones, surtout dans les zones en profondeur, il n'y a même pas de problème. Mais dans les zones frontalières des trois frontières, c'est évident, les gens, puisque au jour le jour, ils sont avec les terroristes pratiquement. Ils vivent avec les terroristes, ils les voient, ils les côtoient. Donc ils font avec, c'est une sorte de cohabitation jusqu'à ce que ça se gâte un jour, ils tapent ou bien ils prennent des gens, ils vont égorger quand on ne paie pas la dîme. C'est en ce moment seulement qu'il y a une remontée jusqu'à Niamey. Mais sinon, ces zones, en tout cas, elles ne sont pas prises, ces zones comme ailleurs. Il n'y a pas les terroristes qui sont fixés avec la volonté d'y s'y installer et de prêcher une sorte de califat. Mais en tout cas, ils sont dissimulés dans ces populations et l'État n'a pas les moyens pour l'instant et ne montre pas cette disponibilité à aller pour déloger, pour nettoyer, pour ratisser dans ces zones pour que les zones reviennent comme avant. Bon, ce qu'on constate, c'est que quand depuis quelques années, les sécurités est donnée dans la région de Tilaberi, mais depuis quelques jours aussi, dans la région de Dosso, on constate en tout cas que la chose, au lieu de reculer, ne fait que prendre de l'ampleur. Et je pense que si vous avez suivi un peu le président de la transition du Burkina Faso, apparemment au niveau des trois frontières, il y a une collaboration entre les Burkinabés et les Nigériens, mais pas entre les Nigériens et les Maliens. Selon ce que j'ai compris, parce qu'il dit qu'ils ont mené, je crois, une ou deux opérations ensemble et ils sont en train de voir dans quelle mesure, au cours des discussions, parvenir à un accord pour que les deux armées aient
un droit de poursuite sur le territoire de l'une ou de l'autre. Mais du côté du Mali, apparemment, c'est le silence complet. Et je pense que le danger actuel le plus prégnant est du côté, justement, de la frontière malienne. Pourquoi? Parce que le dernier rassemblement pour faire acte d'allégeance au nouveau chef de Daesh a lieu à 20 km de la frontière nigérienne. Et je pense que, une fois je vous l'ai dit ici, en réalité, la calmie là ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que, entre-temps, les forces terroristes ont profité pour faire des nouveaux recrutements, pour acquérir de nouvelles armes. Et vous avez vu le résultat le vendredi passé, c'est que, en réalité, est-ce que c'était même une patrouille? Je pense que c'était des éléments de relève qui, normalement, ont leur armement, leurs provisions, leurs munitions, leurs obus avec eux, qui sont tombés dans une embuscade, dans un courrier. Et vous avez vu... On y viendra plus en détail tout à l'heure, même si le communiqué du ministère dit que c'est une patrouille. Non, le résultat est catastrophique. Il faut pas, même le communiqué, quand vous le lisez, il est plein d'ambiguïté. Ou en cas de choses inexactes. On ne peut pas nous dire que... On le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Sont partis avec leur cadavre. Oui, on le verra tout à l'heure. Dans ces zones-là, l'État ne contrôle absolument rien du tout. Et je pense que l'attaque du vendredi doit amener le gouvernement à réviser sa stratégie de défense du territoire national. Parce que cette stratégie est fondée sur des patrouilles. Or, qu'est-ce que les terroristes font? Ils attendent que les patrouilles passent dans les villages, après ils attaquent. Donc, peut-être trouver le moyen de renseignement et faire en sorte que, peut-être dans les villages, il y ait des agents, en tout cas peut-être en civil, qui puissent, en tout cas en cas d'attaque, informer le gouvernement pour qu'il y ait une prompte réaction, en tout cas pour essayer d'enrayer l'attaque. Mais effectuer des patrouilles, on vous dit non, sur l'ensemble du territoire national, les terroristes n'occupent pas un seul centimètre carré, mais c'est faux. C'est absolument faux. C'est faux. Puisque les terroristes ont la possibilité d'attaquer jusqu'au dans les faubourgs de Niamey. Est-ce qu'ils ont besoin de se fixer? Sachant que s'ils se fixent, ils créent des bases, par exemple, ou prennent des villes tout de suite, l'aviation risque de les décimer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du harcèlement. Ils attaquent du côté ouest, ils attaquent vers Kouré, ils attaquent vers Tamou, ils attaquent après vers Dosso, ainsi de suite. Donc ils sont en train de nous harceler et tenter peut-être même de démoraliser nos forces armées. Parce que le harcèlement sur une décennie, ça démoralise. Donc, moi je me dis peut-être qu'à partir du vendredi, le gouvernement doit changer de stratégie. Et en plus, ce que nous apprenons, c'est que ces patrouilles-là sont coûteuses. Elles coûtent énormément d'argent au gouvernement, aux contribuables nigériens. Mais pour quel résultat? Puisque ces patrouilles ne nous épargnent pas, en tout cas, des attaques terroristes. Moi je me dis, sincèrement, il faut à partir du vendredi là, que l'on... On a un centre d'études stratégiques, mais je pense que c'est maintenant son rôle que de voir dans quelle mesure, en tout cas, faire un maillage au niveau du... Vous avez vu, moi, quand les gens me disent qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme, je dis que c'est faux. Et les Algériens ont démontré qu'on peut les vaincre. Mais il faut mettre les moyens et il faut de la détermination. Il faut sacrifier des gens. Des généraux algériens, certains ont décidé de se sacrifier. On les appelait bouchers, on les appelait n'importe quoi. Mais ils ont décidé que, voilà, ces terroristes-là ne prendront pas le pouvoir en Algérie. Et ils se sont battus pendant 3 décennies. Des gens comme le général Nazar, celui qui est décédé là, le chef d'État. En cas, ils ont pris sur eux de se battre pour que l'Algérie ne tombe pas entre les mains. Et le résultat est là aujourd'hui, en tout cas, sur le territoire algérien, les terroristes ne peuvent pas mener une opération de grande envergure. Quand vous voyez le nombre de véhicules attaqués vendredi, vous vous dites comment des gens qui sont en moto. Si pour attaquer une compagnie, il faut qu'ils soient dans un rapport peut-être de 1 à 4 ou de 1 à 5. Ça veut dire que si dans les 10 véhicules ou 15 véhicules, vous avez 150 hommes, ça veut dire que c'est une compagnie qui se déplace. Si cette compagnie se déplace, vous voulez l'attaquer, il faut peut-être envoyer 500 hommes, avec tous les risques, les pertes et autres. Comment ces gens-là peuvent, dans un courrier, vous attaquer, repartir avec leurs cadavres, brûler vos véhicules, et on vous dit non, l'aviation est intervenue, et que, voilà, malgré l'intervention de l'aviation, ils ont pu. Parce que dans ces gens j'arrive. Moi, je connais très bien la zone parce que j'ai servi là-bas. C'est des zones où, quand vous vous déplacez, même en temps de paix, il faut procéder à des reconnaissances. Quand vous tombez sur un courrier, vous êtes en pleine patrouille, vous tombez sur un courrier. Mais vous ne vous engagez pas en colonne par un. Ce n'est pas possible. Vous envoyez des éléments précurseurs, peut-être à 500 mètres ou 1 km tout le long de la route, pour essayer de voir si éventuellement il n'y a pas de gens qui veulent vous tendre des embuscades.
considérer même que la zone ne soit pas une zone habitable, en ce moment-là, peut-être même il faut faire travailler la douce et tout pour essayer de voir si dans la broussaille, là, quelqu'un va sortir, ainsi de suite. Mais aller colonne par un, parce que le problème qu'il y a, il faut, moi, je remets en cause peut-être même la formation, on n'a pas suivi la même formation que ces gens-là. On ne peut pas rentrer. En plus, quand vous êtes en opération, évitez les villages. Évitez de rentrer dans les villages pour acheter des trucs. Vous pouvez envoyer un élément. Mais tout le monde vient, on s'arrête, on entoure le village, allez-y nous acheter. Non, non, non. C'est dans ces villages-là que les terroristes ont leurs agents de renseignement. Comment des gens qui ont quitté, par exemple, Agadez ou Difa, peuvent se faire attaquer dans un courrier si, parmi eux, ou en dehors dans les villages traversés là, il n'y a pas d'éléments qui les auraient renseignés. Qui peut savoir, en dehors du chef d'état-major, ou du chef des opérations, ou du chef de mission, qui peut savoir le lieu de départ et de destination de l'unité en question? Voilà. Donc ça veut dire que les gens ont suivi, sûrement dans les villages, là, souvent, les terroristes ont leurs agents de renseignement qui les informent sur les déplacements de la. Allons pas à pas, docteur Bunti Amadou Diallo, si vous le voulez bien. L'attaque de vendredi, c'est la dernière actualité en date par rapport à ces attaques terroristes. On va aller chronologiquement. Et il y a quelques semaines, il y a quelques jours en tout cas, il y en a eu déjà une autre, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est celle de Falwal, là, dans la région de Dosso, pratiquement au centre du pays. Et cette attaque a été précédée d'une autre à Tilia, dans le centre du pays également, dans la région de Tawa. Je propose de suivre cet élément signé de notre camarade de la rédaction, Balima Bourema. Entre 9 et 18 personnes, selon plusieurs sources, ont perdu la vie dans une attaque terroriste sur le site des réfugiés maliens à Azar, dans le département de Tilia, région de Tawa. L'attaque a visé, dans la soirée du 1er février, des civils qui sont dans le camp des réfugiés. Des hommes lourdement armés et à bord de motos ont investi, à en croire les sources, les campements avant d'ouvrir le feu et tuant les personnes. Les assaillants se seraient retournés vers le Mali voisin. La zone de Tilia abrite la zone d'accueil des réfugiés Zahar où cohabitent les réfugiés et les populations autochtones. Elle abrite aussi une des plus grandes bases militaires tenues par les Allemands qui forment les militaires nigériens. Le département de Tilia est pourtant l'un des plus attaqués dans la région de Tawa. En mars 2021, ce sont 141 civils qui ont été tués par des terroristes armés et en novembre de la même année, 25 autres ont perdu la vie. 16 militaires sont tombés en mai 2021. Depuis 2012, les régions de Tawa et Tilaberi accueillent les réfugiés maliens ayant fui les attaques terroristes. Et pour la première fois, le poste de gendarmerie de Falwa dans la région de Dosso a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore des morts, agents d'une société de construction de routes. Ok, donc on parlait tout à l'heure, c'est vraiment des parties du pays qui font l'objet de ces attaques. Et on voit bien que ce n'est pas les mêmes groupes qui opèrent, ou même quand c'est les mêmes groupes terroristes qui opèrent, tantôt ils attaquent des civils, tantôt ils attaquent des militaires. Oui, bien évidemment. De tout temps, depuis que ça a commencé, c'est un peu ça le mode opératoire. Souvent, c'est les positions militaires qui sont visées, n'est-ce pas? Et souvent aussi, quand ils sont un peu acculés, ils s'en prennent aux localités, aux villages un peu isolés, n'est-ce pas? C'est un mode opératoire qu'ils ont adopté et ils ont une mobilité exceptionnelle. Mais moi, dans ces opérations, parce que vous avez parlé du cas de Falwal, on constate qu'il y a une tentacule. La région de Dosso aussi est en train progressivement, parce que cette attaque de Falwal, avant ça, il y a eu une autre attaque, je crois, à Loga, où les éléments qui sont partis, ils ont pu être neutralisés par les populations. Ça veut dire que c'est en train de gagner du terrain, parce que la région de Dosso est jusqu'ici épargnée, n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est des régions, notamment Tawa et Tilaberi, ce sont les régions vraiment qu'on peut considérer comme étant aujourd'hui les plus affectées, les plus gravement affectées. Bon, ils font, comment dire, ils se font oublier souvent, notamment dans la région de Tawa, n'est-ce pas? Parce que quand ils posent un acte, en dehors de cet acte-là qui a été posé avec 9 morts là, et à Tilia là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans cette zone-là. Et quand on regarde un peu la position géographique de la bande, c'est toujours du Mali qu'ils arrivent, n'est-ce pas? Ceux qui ont attaqué Tilia, ils sont venus du Mali. Ceux qui ont perpétré l'attaque d'avant-hier contre
le convoi militaire, ils sont aussi venus. Il faut rappeler quelques jours avant, Voilà. dans cette même semaine, ou en tout cas quelques jours d'intervalle, dans la région de Tawa, toujours, à Tebaram aussi. Tebaram, ils ont attaqué un civil et sa famille, ils ont brûlé les voilà. D'une entreprise, tout ça, n'est-ce pas? Et après tué un civil et sa famille, voilà. Qui a un des organisateurs d'une manif. Ce que l'insécurité. le docteur Bounti a dit, c'est qu'ils sont renseignés. Ils sont renseignés, et moi je me dis, ils sont renseignés même des mouvements de nos soldats, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que, bon, ils sont mobiles non seulement en moto, mais ils ont en plus, quelque part, quand on voit comment les choses se passent, on se dit qu'il y a problème dans le dispositif. Et ce qui me choque davantage, moi, dans cette affaire, c'est que ces gens, c'est à moto qu'ils opèrent. C'est à moto, et souvent c'est par centaines, 20, 40, 50 motos. Et dans des zones où on dit que la moto est interdite. Alors, je me pose des questions par rapport à cette question de surveillance aérienne par des drones. Parce que les drones sont censés voir les mouvements au sol et donner l'information à temps. Parce que les gens, quand ils viennent avant d'attaquer, souvent, quand on vous dit, on vous apprenez qu'ils sont dans une localité, ils se regroupent, et l'information parvient. Mais au moment du regroupement, moi je me dis, on peut aller les détruire. Ne pas les laisser se regrouper et puis pouvoir se mouvoir. Et je me dis quelque part, c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on est en train de subir. Parce que les villageois, souvent, ils témoignent. Ils témoignent, ceux qui se déplacent là, qui viennent dans des localités pour trouver un refuge. Quand ils témoignent, ils disent, ils sont là, ils viennent, ils attendent, ils sont attaqués. On signale, comme on avait dit, des regroupements, mais il n'y a pas la riposte, il n'y a pas la réaction immédiate. Et on se pose bien des questions. Mais moi, ce qui me scandalise, ce qui me choque davantage, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on dit qu'on a fait venir ces gens-là, les forces militaires, françaises, pour nous appuyer, mais on constate qu'ils sont toujours capables de poser des actes très graves, ces groupes djihadistes-là. Normalement, à partir du moment où on a ce type de renfort-là, on doit pouvoir se dire que, quand même, je ne dis pas qu'on peut, comme on avait dit, on peut annuler ou on peut éradiquer de manière totale les attaques, mais ceux qui viennent attaquer là, qu'il n'ait pas la possibilité de pouvoir répiler, n'est-ce pas? C'est ça qui est choquant. Parce que, avec les corps en plus, souvent on vous dit qu'ils ont eu le temps de prendre leur corps, ça veut dire qu'ils ont pris karma, comment dirais-je, la position qui a été attaquée. Sinon je vois mal comment quelqu'un qui est repoussé a le temps de pouvoir emporter des cadavres. Absolument, absolument. Avant de permettre à Tradam et surtout Bounti de réagir, comme c'est inévitable, on va en parler. L'attaque du vendredi, on est déjà là-dessus. Donc le ministère de la Défense a publié un communiqué dans ce cadre. Ousseini Pablo, si on peut voir ce communiqué. Donc à l'antenne, ce communiqué que beaucoup d'entre vous ont également vu sur les réseaux sociaux notamment. Donc où le gouvernement annonce que le vendredi dernier, le vendredi 10 février, donc un détachement de l'opération Al-Mahou en patrouille dans la zone nord du département de Bani Bangou est tombé dans une embuscade complexe tendue par un groupe d'hommes armés terroristes aux alentours de la localité de Intagamay, à la frontière nigéro-malienne. Malgré la violence des combats, la vaillance de nos soldats, couplée à l'intervention prompte des vecteurs aériens, ont forcé les assaillants à se replier en direction d'un pays voisin. Comprenez ici le Mali. Un ratissage a été lancé et se poursuit. Le bilan provisoire à ce jour est le suivant. Côté ami, 10 militaires décédés, 16 portés disparus, 16 personnes disparues, donc disparues des militaires ou pas, c'est vrai, la précision est importante, 13 militaires blessés, 3 véhicules détruits. Côté ennemi, non encore déterminé, cependant, plusieurs corps ont été emportés par l'ennemi dans son repli. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adresse ses condoléances attristées aux familles des décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il adresse également ses félicitations et ses encouragements au FDS
qui ne cessent de prouver leur engagement et leur détermination dans leur mission de défense du pays. Ce communiqué est fait à Niamey et signé le 11 février par le ministre de la Défense, M. Al-Kassoum Indatou. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas subi une telle attaque. Et non seulement un détachement militaire de cette taille, mais surtout avec de telles pertes. Oui, c'est ça l'importance justement de la patrouille. Parce que pour une attaque comme ça, Dieu seul sait combien ont pu être évités et jugulés même. C'est-à-dire que ça fonctionne quand même, quoi qu'on dise. Mais c'est quand il y a des failles comme ça que le mot est populaire et d'une manière normale d'ailleurs, que les gens réagissent et que les gens cherchent des explications. Et en cherchant les explications, malheureusement, les explications qu'on donne, que les autorités donnent, ne tiennent pas la route. Parce que aujourd'hui, d'une manière générale, sans être militaire, sans avoir une formation de base militaire, avec tout ce qu'on observe sur les réseaux sociaux et dans les différents pays, on s'est dit que le communiqué du gouvernement ou du ministre de la Défense, c'est un communiqué tiré par les cheveux. On sent qu'il n'y a pas de professionnalisme. C'est un politique, c'est le politique qui a fait un communiqué pour expliquer une situation qu'il veut donner politiquement. Sinon, techniquement, aucun militaire, en tout cas, ne peut se permettre de prendre un communiqué comme ça. Parce que, regardez, au moment où ça s'est passé, dans la même soirée, c'est-à-dire avant-hier, le vendredi, Télé Sahel, je ne sais pas si vous avez suivi, a diffusé un élément d'une patrouille similaire d'ailleurs, dans la région de Tillabéri également, avec un binôme français et puis nigérien. Et les vecteurs aériens accompagnaient les missions. Les vecteurs aériens ne viennent pas en appui, non, ils sont impliqués dans la mission. Tout le monde les a vus. Ils sont un élément de la mission. Ils sont un élément de la mission, ils sont impliqués. Donc tout le monde les a vus. Je ne sais pas si vous avez vu sur Télé Sahel. Donc on ne peut pas parler dans un communiqué comme ça quand il est mort, on ne peut pas parler d'un appui de vecteur aérien. Le vecteur aérien, il est impliqué dans la mission, donc il ne peut pas ne pas voir lui qui maîtrise l'aérien, parce qu'on dit en matière de combat, qui maîtrise le haut maîtrise forcément le bas. Un vecteur aérien, lui, il maîtrise forcément le bas. Il peut prévenir une embuscade, il peut détruire avant même l'arrivée. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez vu la dernière fois quand le président du Burkina, de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, est parti à Solonzo, ils ont couvert son déplacement. Et vous avez vu, comme vous l'a rappelé tout à l'heure, le moindre buisson qu'il soupçonne, il détruit ça. Et on a vu dans sa progression les différents buissons qu'ils ont eu à détruire. Donc on ne peut pas prendre un communiqué comme ça pour le faire avaler aux gens. Et dans le bilan, vous avez vu, quand tu lisais tout à l'heure, je disais, ils ont dit personne. Donc, oui. Personne, ça veut dire quoi? Est-ce c'est des civils? Parce qu'ils ont tenu à 10 militaires. 10 militaires. 10 militaires et combien de blessés? 16, combien de militaires blessés? 13 militaires blessés. Donc on a parlé des militaires, mais on a parlé des personnes. Pour les disparus, on a dit 16 personnes. 16 personnes. Personne, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des civils ou c'est les mêmes militaires? Donc le communiqué est truffé, et c'est pourquoi je dis c'est un communiqué politique qui, en tout cas, tend même à montrer les failles de cet élément qui était dans cette patrouille. Parce que, quand même, si vous avez tous ces éléments, vous ne pouvez pas tomber en pleine journée dans une embuscade comme ça. Ça, c'est pratiquement impossible. Et on tombe dans une embuscade, on n'arrive pas à repousser, les assaillants, ils nous détruisent nos éléments et ils ont eu le temps de ramasser les leurs corps de leurs amis. Pour retourner sur un autre territoire qu'on connaît. Enfin, je sais pas, les éléments de langage, c'est une communication, mais elle est mal faite ici. En tout cas, de mon point de vue, elle est très très mal faite et l'effet même est contraire parce que les gens sont rebutés, sont retournés parce que on montre que c'est comme si même ceux qui commandent notre armée n'arrivent pas eux-mêmes à mettre un dispositif qui puisse progresser dans le temps pour sécuriser le Niger. Parce que si on s'amuse à montrer des failles comme ça, je dis qu'il y a vraiment un problème. À quel niveau? Est-ce que c'est l'état-major, est-ce que c'est la défense? Mais comme je dis, c'est un communiqué politique, c'est une administration politique qui a fait, c'est pas une administration militaire. Mais les militaires ont intérêt pour redérer leur blason à dire réellement ce qui s'est réellement passé. Mais je suis sûr que c'est pas comme ça que c'est passé. Ah, docteur. Oui, mais
en fait, je vais de me reprendre. Ce qu'il y a, c'est que le concept opérationnel de patrouille depuis une dizaine d'années n'a pas donné de bons résultats. Je n'ai pas vu là où on dit que la patrouille a pu enrayer une attaque. Là où vous utilisez le vecteur aérien en cas de déplacement des troupes, en réalité, pour la plupart, c'est soit des drones ou des hélicoptères. Si véritablement, au niveau de cette patrouille ou de cette unité qui allait rejoindre son poste, il y avait des hélicos, l'attaque là ne serait pas possible. C'est quasiment impossible. Parce que moi je me dis, compte tenu des effectifs en jeu, les terroristes ont dû se déplacer au minimum entre 150 et 200 motos pour amener les éléments susceptibles d'affronter l'unité en question. Donc, il y a la poussière qui est soulevée, vous avez vu, il y a la poussière au moins qui est soulevée. En tout cas, on parle d'une dizaine de véhicules côté non, ça c'est nous. Oui, c'est ça que j'ai dit, une dizaine de véhicules. Donc, on peut à peu près. Même si dans chaque véhicule vous avez 8 personnes, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc, comment vous pouvez vous déplacer? Déplacer entre 150 et 200 motos et peut-être plus, sans être vu ni par les drones, ni par les satellites, surtout que les Américains, vous avez vu, c'est dans le cas du ballon chinois. Ils ont même montré là où le ballon a décollé. Encore qu'on a appris depuis quelques années que ces terroristes, quand ils se déplacent, effectivement, ils ne se déplacent plus à 100 ou 150 motos. Ils viennent par petits groupes de 3, 4. Oui, même dans de directions différentes. Un ballon. Pour se regrouper en un ballon qui vole à 18 000 mètres d'altitude. On arrive à le détecter, à détecter les caméras qui sont dessus. En plus, pour autre raison, les terroristes, quand même, qui. Au moins, même s'ils se déplacent par petits groupes, il y a un endroit où ils doivent se regrouper pour attaquer. Mais on peut détecter. Maintenant, à dire que le vecteur aérien est intervenu, moi je pense que ce n'est pas vrai. Sincèrement, le communiqué là, moi je ne tiens pas compte de ça et je suis persuadé dans mon fort intérieur que les victimes sont beaucoup plus importantes, le nombre est plus important que ce que le gouvernement ou le ministre de la Défense a eu à dire. Il faut que les gens sachent une chose. La guerre n'est pas un jeu et ce n'est pas un business. La guerre, c'est détruire ce que Dieu a créé de plus sacré, l'homme. La vie. Donc, dans ces conditions, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez vu, il y a un mois et demi, Daesh a procédé à un regroupement de plus de 12 000 éléments dans le même secteur, dans la zone, pour faire acte d'allégeance. Vous allez penser que ces éléments n'attaqueront que le Mali. Ils n'attaqueront que le Mali et le Burkina Faso. Le Niger est à l'abri. Quand ils attaquent le Mali, vous pensez qu'ils peuvent se replier chez vous? Non, non, c'est des amis. Le terroriste n'a pas d'amis. Moi, je dis quelque chose de dessus. Moi, c'est le principe. Ne joue pas avec le terroriste. Ne lie pas de relations. Tous ceux qui sont les États ou les organisations qui sont liées avec les terroristes ont fini par le recruter. La CIA a fait... C'est la CIA qui a recruté Ben Laden. Ben Laden a fini par détruire des immeubles là. Al-Zarqawi là, en partie c'est la CIA. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Donc il ne faut pas jouer avec... Le terrorisme, c'est la terreur. Il ne faut pas lier de relations avec la terreur. Tout ce qu'il y a, c'est que les trois armées doivent s'entendre au-delà de toute considération politique pour essayer de mater ces gens. Il n'y a pas 10 000 solutions. Moi, je pense que c'est l'unique solution. Et puis compter sur des Français qui sont à Voilà, mais qui ont des hélicoptères de combat. Même les hélicoptères civils, là, on peut mettre des mitrailleuses dessus, hein, ne l'oubliez pas. Ce qu'ils appellent des mitrailleuses coaxiales. On peut mettre des mitrailleuses dessus pour les transformer en hélicoptères de machin. Donc, mais même... ça a été déjà fait. Oui, donc je ne vois pas un hélicoptère de transport de troupes qui a été transformé en hélicoptère de combat. Oui. Il suffit de mettre des dossiers des deux côtés et puis bon, les gens... Voilà. Maintenant, moi je me dis que véritablement le commandement militaire doit revoir sa copie. On ne peut pas continuer à financer des patrouilles coûteuses qui ne donnent pas de résultats. Mais en principe, depuis quelques semaines, depuis quelques temps, le Niger aussi dispose de drones. Les drones trucs qu'on a. Ils ne sont pas opérationnels. Ils ne sont pas opérationnels. Ça y est, dans des trucs comme ça. Vous ne pouvez pas envoyer 150 hommes ou 200 hommes sans les accompagner. On est en situation de guerre. L'hélicoptère peut chaque 10-15 minutes survoler au moins la patrouille pour signaler s'il y a un danger devant ou derrière, ainsi ou de chaque côté. Peut se poser et repartir peut-être chaque 30 minutes jusqu'à ce que la patrouille arrive à destination. Mais on ne peut pas laisser les hélicos à Niamey et envoyer les gens vers Bani Bangou et attendre qu'ils soient attaqués.
Non, les hélicoptères doivent accompagner. Vous avez vu, dans le cas du Burkinabé, vu les hélicoptères l'accompagnaient. Hein. Et les hélicos ont détecté qu'à 15 km, il y avait des terroristes. Ils ont dit détruire. Mais vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, chaque déplacement d'une centaine d'hommes, par exemple, d'une centaine de militaires, doit être accompagné d'un survol par des îles. Et ils ont même des avions légers de reconnaissance achetés du temps de Tangier. Je ne sais pas s'ils sont encore... Ils sont opérationnels. Donc s'ils sont opérationnels, pourquoi ne pas les utiliser? Non, sans t'interrompre, l'élément dont j'ai dit qui a été diffusé sur la télévision nationale, c'est un élément qui montre comment ça marche. Ça doit marcher. Ça marche, puisqu'ils ont fait une communication. Ils ont montré que les deux armées d'abord sont en symbiose, elles se déplacent ensemble, elles mènent toutes les opérations ensemble, et les vecteurs aériens sont en haut en train de les surveiller. Tout le monde a vu ça, je ne sais pas si vous avez vu sur Télé Sahel. On a montré les hélicos qui les accompagnent. On a montré les déplacements qu'ils font, comment ils les évitent, tous. Donc, ça veut dire que quelque part, on a voulu nous rassurer que, mais comme on dit, le mensonge là, il a beau courir. La réalité est là. La réalité nous a rattrapés en plein jour. Peut-être qu'ils ont fait quand ça s'est passé, moi je suis sûr que la télévision nationale ne savait pas qu'il y a eu l'incident du matin. Parce que sinon, on n'avait pas diffusé ça. Ou bien c'est pour justifier que non, c'est en fait c'est intervenu comme ça, mais on avait des dispositions vraiment qui ne permettent pas aux terroristes de nous attaquer. Quand vous parlez de communication et qu'on montre toutes ces images et tout, et qu'on nous dit dans le communiqué qu'on montre dans le communiqué du ministère de la Défense, comme vous l'avez levé, qu'il y a trop de défense, c'est comme pour dire que malgré les précautions qu'on prend, malgré tout ça là, qu'on les défend, que les terroristes sont plus forts, qu'ils peuvent agir quand ils veulent et avec les résultats que l'on sait désormais. Sinon, avec la communication qui a été faite, c'est comme vous l'avez relevé, c'est pratiquement impossible que le groupe terroriste, quel qu'il soit, attaque. Donc c'est ça. C'est une opération de com. Oui. C'est une mauvaise com qu'ils ont eu à faire, malheureusement qui est en train de... Parce que même le plus inintelligent entre griffes de la chose militaire, c'est que quand même avec tout ce qu'on nous dit, on ne peut pas arriver à... Je vais vous donner un exemple. Oui. Le dernier convoi qui a approvisionné Djibo, c'est un convoi civil. Djibo, au Burkina Faso. En cadet de quelques militaires. Mais jusqu'à destination et jusqu'au retour, le convoi était survolé par deux hélicoptères. Il n'y a pas eu d'attaque. Quand Ibrahim Traoré s'est déplacé, et son convoi était marché par des hélicos. Parce que l'avantage de l'hélico, c'est qu'il peut même prendre une position statique. Il peut aller et revenir. Il peut s'arrêter un moment au-dessus même du convoi, aller balayer tout autour. Mais on ne peut pas me dire que ces vecteurs-là sont là et qu'on a perdu 10 hommes dans une embuscade en pleine journée. Non, c'est pas possible. Donc en fait, la communication, c'est ça. En fait, ce qu'on nous dit ou qu'on nous montre, c'est pas ça qui se passe sur le terrain. Non, le terrain est autre chose. Mais en fait, ce que je voudrais préciser, moi, d'après ce que j'ai compris dans la lecture du communiqué, c'est que c'est quand il y a eu l'attaque. Il n'y avait pas les hélicos. C'est quand il y a eu l'attaque, l'intervention aérienne, on a dépêché des avions pour aller un peu comme déjà en renfort. C'est ça que j'ai cru comprendre dans le communiqué que j'ai lu. Grâce à l'intervention, parce que si les hélicos sont là, comme tu le dis, c'est qu'ils ratissent la zone. Ils peuvent aller jusqu'à 10-15 km. Non, mais en fait, ce que Tradem dit, c'est que c'est pas normal. Voilà. Parce que ces hélicos devraient être là. Non, mais même quand... Oui, en fait, ils devraient faire partie... Mais justement, je me dis... Alors, moi, je me dis quelque part, c'est que bon, les hélicos n'étaient pas là au moment où ils sont tombés dans l'embuscade. Et c'est après qu'on a fait décoller les hélicos, les avions, les avions. Voilà, mais même ça, même dans le cas précis, si la réaction a été spontanée, l'intervention a été rapide, moi je me dis ceux qui ont fait le coup, ceux qui ne pourront pas échapper. Je prends juste l'exemple, ce qui s'était passé en 2010 ici, où les deux jeunes Français ont été enlevés ici à comment on appelle ça, au Toulousain. Quand ils ont pris, comment dire, l'axe Walam, c'est à la lisière de la frontière nigéro-malienne que les hélicos qui ont quitté le Tchad sont parvenus à les... C'était pas des hélicos, c'était des mirages. Bon, alors, il y avait des hélicos. Pas la même vitesse, oui. Ça c'est vrai. Non, mais c'est la même zone. Parce que la zone de Banbungu, c'est toujours là. Je considère que la position, comment dire, le positionnement de l'armée et des troupes occidentales là-bas, c'est quand même pour pouvoir intervenir en cas même d'attaque. Quand il y a ce genre d'attaque, normalement,
L'allié doit être là, sur place. C'est pas une question d'aller. C'est même l'élément central du dispositif. C'est l'élément Amaoud. Voilà. Appuyé par les Français. C'est le C'est seul élément d'ailleurs qui est aujourd'hui appuyé. C'est la seule opération. C'est l'élément qu'on a montré. Voilà, donc, c'est l'élément qu'on a montré la veille. Comment dirais-je, l'opération conjointe de ratissage dans la zone où on voyait des hélicos avec les engins blindés, tout ça, avec des explications qui ont été données. Je ne sais pas si c'est un capitaine ou un lieutenant. un agent français. Voilà. Un agent nigérien qui ont donné des explications par rapport. Moi, je me dis quelque part, bon, ça pose un problème. Ça pose un problème d'autant que ces zones-là, on a interdit la circulation des motos. Ça fait combien d'années qu'on dit que dans ces zones-là? Comment alors ces gens parviennent à se mouvoir sans qu'on puisse les voir s'il y a une surveillance véritable de ces zones? Parce que quelqu'un qui a une moto, même si c'est une moto qui est silencieuse, quand même, il y a un avion. Tu vois, la mobilité, quand il y a une mobilité, même si c'est des hommes qui marchent, on peut les voir à partir d'un avion parce qu'il y a des machines. Encore que ce n'est pas tout à fait à la frontière, c'est un peu dans l'interland. Hein. Ils progressent de plusieurs kilomètres à l'intérieur pour perpétrer ces attaques. À l'intérieur du pays du Niger, je vais dire. C'est pour ça que j'ai dit il faut peut-être que les autorités se disent bon, que cette situation-là, ça n'a que trop de. Et ce que Bounty a dit, je suis tout à fait d'accord. On doit sortir de toute considération politique. Essayer de faire parce que tout à l'heure, on a parlé de un peu comment dire, la coopération entre le Niger et le Burkina, l'opération Tanli. Là. On voit ce que ça donne comme résultat. Il y a eu jusqu'à 2 épisodes ou deux opérations qui ont donné des résultats satisfaisants. Maintenant, il faut forcément composer aussi avec le Mali de l'autre côté. Sinon, ça va être très compliqué. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est ce que vous êtes en train de dire, Hussein, oui, le communiqué dit à l'intervention prompte des vecteurs aériens. Ça veut sous-entendre que c'est après que ils n'étaient pas là au moment de l'attaque, c'est après que cette mais c'est pourquoi je dis, c'est pas un officier qui a fait ça, c'est un politique qui a fait ça. Une autre expression qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, il dit une embuscade complexe. Ça, c'est le mot à la mode. Une embuscade complexe tendue par par un groupe armé, enfin, par des hommes armés, terroristes notamment. Oui, une embuscade complexe, qu'est-ce que ça va vouloir dire? La complexité d'une embuscade ne peut pas exister quand vous avez un vecteur aérien. Parce que la complexité d'une action, c'est quoi? C'est une action échelonnée. C'est-à-dire une attaque et parallèlement, il y a d'autres qui viennent en renfort. Une couverture, vous pensez aller à gauche, et partout où, en fait, quand ils délimitent la zone de l'embuscade, sur tous les points de l'embuscade, eux, ils sont là. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est ça la complexité des choses. Or, comme on l'a dit ici, quand vous avez un vecteur aérien, le Niger, ce n'est pas une forêt. C'est toute la zone. C'est pas une zone de forêt, c'est une zone de steppe herbeuse. Donc, il y a que peut-être des petits... Surtout dans cette période sèche. Voilà, on ne peut pas, même s'ils sont en camouflage, ils sont repérables. Donc, quand vous avez un vecteur aérien, c'est ça qui facilite aujourd'hui. Comme on dit, quand tu maîtrises le haut, tu maîtrises forcément le bas. Donc, normalement, on ne peut pas parler de autre élément de détail qu'on n'a pas vu cette fois, où d'habitude on renseigne les gens par rapport à ça, c'est le temps que cette attaque a pris. D'habitude, on dit, bon, c'est une attaque qui a duré 2 heures, c'est une attaque qui a duré 1 heure. Ici, pour cette fois, il n'y a pas... Et surtout qu'on a parlé d'une complexité, ça veut dire qu'elle a duré dans le temps. Oui, il n'y a pas de précision par rapport au temps que cette attaque a pu prendre. Moi, je me dis que c'est un détail important selon vous? Oui, bon, sûrement parce que peut-être qu'ils ont mis du temps avant de maîtriser la situation. Quand vous voyez que l'ennemi a le temps sur moto d'emporter ses cadavres, moi je me dis que sincèrement il n'y a pas de triomphalisme de notre côté. En fait, c'est un aveu d'échec. Moi, de mon point de vue, c'est pas gai. Il nous faut respecter la mémoire des disparus, mais il faut aussi que l'on dénonce la carence de ceux qui les ont envoyés sur le terrain. Moi, je ne peux pas comprendre. Parce que, sincèrement, je vois les gens sur le terrain. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai fait para. Moi, en tout cas, ayant le commandement, je ne peux pas les envoyer dans les circonstances actuelles, là, sans couverture aérienne. Et je ferai en sorte peut-être que vous ne vous déplaciez même pas la nuit. Pas la nuit? Non, j'ai dit, je ferai en sorte que vous vous déplacez. Mais dans la journée, si vous devez vous déplacer, en tout cas, ce sera avec une couverture aérienne. Même s'il n'y a que 3 ou 4 véhicules, autant dépenser de l'argent que de perdre des vies. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Bon, je ne sais pas si j'ai la même formation que ces gens-là qui sont aujourd'hui. Moi, j'ai un certificat intérim de 1985. Je ne suis pas un petit turfion, hein, mais moi, je sais faire la guerre. En tout cas, moi, je ne ferai pas la guerre comme ils sont en train.
Ce sont nos jeunes dans l'armée qui sont aujourd'hui des généraux. En tout cas, moi, je ne ferai pas la guerre comme eux. Et je pense que ma méthode là, elle est très efficace. C'est peut-être pourquoi ils m'ont même chassé. Non, moi, je pense que sincèrement. Mais tu peux revenir. Il ne faut pas rigoler parce qu'il y a des. Mais sincèrement, moi, je trouve que c'est enfantin. En situation de guerre, vous venez dans des villages acheter à moi. La patrouille s'arrête même dans le village. Pourquoi? Non. Si vous avez des choses à faire, quand vous vous déplacez, ça veut dire que vous avez déjà pris toutes vos précautions. Tout le paquetage est là. Tout y est. Maintenant, si vous arrivez, il vous arrive d'avoir besoin de quelque chose, vous envoyez un élément précurseur ou deux dans le village faire les achats. Et quand vous n'êtes pas sur une route bitumée, vous ne traversez pas le village colonne par un. Ce n'est pas possible. Vous avez vu une des images au moins des forces françaises, les forces spéciales françaises. Elles, quand elles patrouillent en ligne. Jamais en colonne. Oui, jamais. Pourquoi? Parce qu'en cas d'embuscade, au moins, tout le monde ne tombe pas dans l'embuscade. Oui. Même si ils n'envoient pas d'éléments précurseurs pour faire des reconnaissances, eux, ils se déplacent en ligne. Les Tchadiens aussi. Ils se déplacent. Dès qu'ils ne sont pas dans la ville, ils sont dispersés. Oui. Donc, on sait où on va. Puisque vous êtes dans des 4x4 susceptibles de passer dans des endroits très difficiles. Maintenant, même si le véhicule s'enfonce, vous avez la possibilité de le pousser et puis de le dégager. Mais vous allez en pleine brousse, en plein machin, là où il n'y a même pas de piste, vous êtes colonne par un, mais vous êtes des cibles indiquées. Moi, non, en cas, ça encore, on n'est pas sûr que c'est comme ça que c'est passé. Mais en tout cas, c'est justement... Moi, je vois sur le terrain comment les gens se déplacent. C'est pas possible. Dès que vous n'êtes plus sur une route bitumée ou dans une agglomération, vous vous dispersez. C'est-à-dire que vous allez en ligne. En cas d'attaque, vous avez même la possibilité maintenant de vous redéployer pour prendre l'ennemi en sandwich. Voilà. Non, je disais, il y a peut-être un peu plus d'un an, je disais que ceux qui se souviennent de la bataille avec le MNJ se rappellent que ça s'est arrêté, les gens ont rendu les armes. Pourquoi? Parce qu'on est parti les chercher. Les gens ont eu marre de rester, d'être toujours harcelés. Ils ont préféré, voilà, c'est le facile. Ils sont enragés pour aller chercher l'ennemi. Et je crois que dans cette guerre contre le terrorisme, il faut que nos trois États se convainquent qu'on ne va plus attendre que les gens viennent vers nous. Il faut aller les chercher. Puisque dans l'absolu, quel qu'en soit leur nombre, les trois pays quand même, on peut avoir des nombres X fois supérieurs à eux. Absolument. Non seulement en armes, on doit être supérieur à eux, mais en connaissance du terrain aussi, on connaît. Et en collaboration avec la population, quand la population sentira qu'il y a vraiment un élan cette fois-ci de faire, on fera. Mais si on reste, chacun dit, bon, on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait un petit harcèlement, bon, puis réagir. Je vais raconter une histoire parce que lors du regroupement des éléments du MNJ, j'étais à Agadez et il y a des soldats qui approvisionnaient Iferouane. Ils m'ont dit qu'ils vont mettre au minimum 2 semaines avant d'arriver à destination parce que à cause des mines. Donc ils se déplacent vraiment. Et ils ne sont jamais tombés dans une embuscade parce que voilà, vous voyez, ils sont en position statique et il y a des gens qui à pied contournent pour voir s'il n'y a pas d'éléments embusqués, ainsi de suite. Et c'est là qu'un soldat m'a dit, ça c'est extraordinaire, moi j'aimerais que l'état-major retrouve le véhicule à une Toyota ancien modèle. Les soldats l'ont surnommé la maman. C'est-à-dire aucun soldat n'est mort dans ce véhicule, même dans les embuscades, elle arrive toujours à se dégager. Et finalement, les soldats ont fait un mythe autour du véhicule, à Agadez, la zone 3 à l'époque, non, je crois. Oui. Donc le véhicule là, dès qu'on parle de mission, chacun veut être dans ce véhicule, parce que c'est la maman, elle ramène toujours ses enfants à destination. Ça, c'est une image qui est restée gravée dans mon esprit. Voilà. Alors, depuis que cette insécurité a commencé, les populations sont les premières victimes, et elles sont les premières à dénoncer également, avec parfois des dénonciations publiques qui sous la forme de déclarations. Et l'une des toutes dernières déclarations en date, c'est celle des ressortissants de la région de Tillabéri, en tout cas des départements du Goroual et du Terra, qui ont fait une déclaration à la fin du mois de janvier, suite à un déplacement massif des populations du village de Tégué et environ. Donc cette déclaration a eu lieu à Niamey, à la maison des jeunes Gade Sekou de Niamey. Je propose de suivre cette déclaration avec nos camarades de la rédaction de la télévision Bonferré. Plus de 5 ans, la cohésion et la quiétude sociale sont mis à rude épreuve à cause de l'insécurité grandissante dans la région de Tillabéri.
Ce dimanche 29 janvier 2023, les ressortissants de la région du fleuve se sont retrouvés à Niamey pour manifester leur mécontentement. Depuis plus de 5 ans, cette symbiose et cette harmonie légendaire connues sont mises à rude épreuve par une situation d'insécurité devenue permanente. La terreur s'y est installée, toutes les bases terroristes sont implantées dans cette zone. Depuis que les terroristes sont menacés du côté du Burkina et du Mali, ils se sont repliés sur les communes du Gorwal et de Bankilare. Aujourd'hui, toute la partie nigérienne de la zone de 3 frontières est sous contrôle terroriste, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra et plus précisément les communes rurales de Bankilare, Djagourou, Gorwal, Kokorou et Mehena. Face à cette situation sécuritaire pénible que traversent les populations de Tillabéri, les uns et les autres sont invités à faire preuve d'union et de raffermir les liens pour freiner les assauts des terroristes. Lançons un appel à toutes les populations de la commune du Gorwal et de Bankilare de se tenir prêtes pour défendre leurs terres, leurs biens, leur dignité devant cette adversité qui leur est imposée. Et que nous rendons responsable l'État du Niger et son gouvernement de tout ce qui adviendra. Exprimons notre vive préoccupation et notre indignation devant le laxisme de l'État du Niger face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone des 3 frontières. Les ressortissants de Tillabéri ont demandé au gouvernement à créer toutes les mesures idoines afin de mettre en nu le terrorisme. Exigeons la sécurisation de la zone des 3 frontières. Nous exigeons le retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs dans un bref délai. Nous exigeons la réouverture de toutes les écoles de la zone. Nous exigeons le renforcement de la sécurité de la zone pour une meilleure défense du territoire. Nous demandons la construction de 2 ponts sur le Gorwal pour une meilleure circulation. Les auteurs de la déclaration ont invité le gouvernement à réparer les antennes de téléphonie mobile, surtout d'organiser un forum sur le dialogue et la paix entre les communautés des zones concernées pour un avenir radieux. Voilà, donc une déclaration le 29 janvier dernier par les populations des départements de Terra et donc de la commune du Gorwal. Et puis, 2 semaines après, notamment le 10 février dernier, le ministre de l'Intérieur a effectué une visite sur le terrain là-bas. Semble-t-il, un retour des populations a été organisé. Oui, un retour des populations déplacées a été organisé. Les populations qui sont retournées dans leur village. Si on peut voir les images donc, de cette visite du ministre de l'Intérieur. Et donc, dans le village de Tégué, oui, bon, les médias privés, bon, comme les nôtres, n'ont pas été invités à couvrir cette visite, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est des images qu'on a pu prendre ici et là, sur les réseaux sociaux notamment. Le ministre de l'Intérieur est parti donc, rassurer les populations de ce que le gouvernement sera à leur côté pour essayer d'assurer la sécurité, de maintenir donc ces populations désormais dans leurs villages respectifs. Photo, donc visite effectuée le 10 février dernier, il y a 2 jours, le vendredi. Donc, vous savez. Oh, mais ce n'est pas la première fois dans tous les cas, n'est-ce pas? Quand les populations de l'Anzourou ont quitté, certains sont arrivés jusqu'à Tillabéri. On a vu, comment dirais-je, une opération ou des opérations ont été menées pour les retourner dans leur localité. Et on a promis que les mesures seront prises pour les sécuriser de manière durable. Mais la situation est toujours précaire là-bas. Juste quelques temps après, ça s'est encore dégradé. C'est la même situation. Ici aussi, comment dire, dans le Gorwal et puis un peu, n'est-ce pas? C'est vrai, le ministre est parti avec une forte délégation. Tout à fait. C'est bien. Un dispositif sécuritaire assez impressionnant. Oui, mais bon, il est certainement revenu avec ce dispositif. Mais bien sûr, on ne les laisse pas sur place. C'est ça le problème.
c'est quand on amène les populations, on dit, on médiatise ça, on montre qu'on a ramené les populations. Mais le souhait de ces populations, c'est de rester de manière vraiment longtemps, ne plus pouvoir quitter encore leur localité. Mais on amène au bout de quelque temps encore, c'est comme si dès qu'il y a un semblant d'accalmie, il n'y a plus de dispositifs et les mêmes éléments viennent. Ils reviennent, les mêmes terroristes, ils viennent, ils font des exactions, ils prennent la dîme, ils enlèvent des gens. Quand vous collaborez, c'est une zone aujourd'hui où pratiquement tous les chefs de village ont dû quitter. Tous ceux qui ont comme dignitaires ont dû quitter. Qui veut quitter chez lui? Mais venez penser que c'est dans le discours qu'on peut régler les problèmes. Il y a eu un forum à Tillabéri, n'est-ce pas, l'année dernière, un forum où on a dit voilà, il y a un certain nombre de recommandations jusqu'au nombre de 22 ou je ne sais pas, 22 quelque chose comme ça. Mais malheureusement, les résultats, les conclusions de ce forum sont restés en l'état. Ils n'ont pas été, en tout cas, appliqués. Tout récemment encore, ici dans la zone de Walam à Bani Bangou, il y a un forum qu'on appelle des réconciliations. Mais le problème, ce n'est pas forcément les villageois. Il y a des conflits intercommunautaires dans toutes les zones. On fait un forum pour vouloir dire on est là pour régler les... Ce n'est pas une affaire de conflit intercommunautaire aujourd'hui. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. Je ne dis pas, les éléments qui sont en train de prendre les armes là, les terroristes, c'est des gens souvent qui appartiennent à ces villages aussi. Ça dépasse le cadre de conflit intercommunautaire où on sait, bon, c'est tel, mais ça a dépassé ce cadre, on est dans le cadre d'un djihadisme. Et la meilleure façon de pouvoir combattre ce djihadisme-là, c'est de traquer ces gens. Parce que comment ils peuvent disposer de motos, des centaines de motos qui circulent dans une zone où, quand même, à visage découvert, et dans une zone où on a interdit la circulation des motos depuis pratiquement 2017. Ça pose problème. J'ai comme l'impression que bon, ceux qui sont à Niamey, qui se disent, bon, dès lors que c'est de l'autre côté que ça se passe, mais c'est dramatique, ce que les populations sont en train de vivre là. Imaginez des familles qui ont dû quitter, ça fait 3 ans. 3 ans. Ils sont en train de vivre de l'assistance humanitaire et tout et tout. Ça peut continuer jusqu'à quand? Il faut prendre les dispositions pour éradiquer de manière durable. D'autant plus qu'on a dit qu'on a militarisé la zone. Mais alors, à partir du moment où la zone a été militarisée, avec, comment on appelle ça, l'état d'urgence qui est reconduit systématiquement à chaque expiration, on reconduit ça systématiquement, mais malgré tout, ces gens arrivent à faire ces choses. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Qu'on puisse venir dire que non, il y a une accalmie. Il n'y a pas d'accalmie dans cette zone. Absolument. Oui, c'est comme ça qu'on a dit tout à l'heure. Il faut forcément que, au-delà des actions sporadiques comme celle-là, installer, c'est bien. C'est très bien même qu'il ait entendu l'appel de la population. C'est une preuve de considération pour ces populations. Ça, c'est un. Les installer, c'est encore très bien, mais il faut surtout les sécuriser et surtout apporter le développement. Parce que l'un des éléments, l'un des vecteurs qui favorise le tourisme aussi, c'est l'oisivité. On a l'habitude de dire que l'oisivité, c'est la mère des vices. Quand tu ne fais rien, tu es à la merci de tout ce qui arrive. Donc il faut que l'État lui-même se déploie, une fois qu'il nettoie, qu'il sécurise, il faut qu'il apporte le développement pour fixer les populations dans leur terroir. Autrement, on va faire toujours du saupoudrage. On va amener, mais 2, 3, 4 mois après, les gens n'ont rien à faire, ils vont courir vers Niamey et les autres qui les bras valides, ils vont être dans le tourisme. C'est pourquoi je dis, une fois encore, que cette hécatombe du vendredi dernier doit permettre à l'état-major particulièrement, de revoir son dispositif et de communiquer avec le politique pour qu'ils prennent langue avec leurs homologues maliens et burkinabés pour que vraiment qu'ils organisent une action, puisque les burkinabés sont en train de le faire. Ils ont recruté des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. La dernière fois, je suis sur ils ont adopté ce principe. Oui, ils ont adopté. Nous, on refuse, mais de toute façon, on n'a pas encore adopté ce principe. On y arrivera. Parce que on a une zone très large et on ne peut pas, l'État n'a pas les moyens ou n'a pas cette volonté de déployer 10, 15, 20 000 hommes, 30 000 hommes propres à lui dans ce cadre. Vous avez vu, au Burkina, ils ont recruté 90 000, ils ont lancé un recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, ils en ont eu 90 000.
Donc c'est dire que la population se sent... Les gens ici aussi, les gens se sentent concernés. Ici à Tillabéri, si vous lancez une opération comme ça, c'est sûr que vous aurez des milliers qui vont participer pour la défense de leur pays, de leur territoire, de leur village et de leur vie, donc de leur famille. Donc, s'il y a une opération comme ça, conjointe de 3 pays, moi j'ai l'intime conviction que le terrorisme sera un vieux souvenir. Parce que les gens en ont marre. Ce n'est plus une affaire de l'État lui-même, c'est une affaire de survie tout court pour les gens. Mais vous avez vu la route de Lori jusqu'à la frontière nigérienne. Pour le moment, les Burkinabés sont en train de la sécuriser. Alors que du côté nigérien, les gens ont quitté là où ils étaient là. Oui, c'est peut-être le collège, donc les gens ils sont à 3-4 km de terrain. Donc c'est vous dire. Et une fois qu'il fait 18 h, les gens reviennent à terrain. Non, avant 18 h. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, de notre côté, il n'y a aucune volonté de se battre. Parce que les Burkinabés, ils ont plus d'un régiment à Setanga. Et aujourd'hui, la circulation commence à reprendre petit à petit. Parce que les chauffeurs ont de plus en plus confiance à chaque 10 km, au moins ils voient des militaires burkinabés. Pourquoi pas chez nous? Surtout que les Cadiens, apparemment, sont dans la zone. Rappelez-vous, cette histoire de déguerpissement des populations a commencé à Colman. Et il y a eu une réunion à laquelle moi j'ai participé, parce que ces gens-là, j'ai des relations de parenté avec eux. Voilà, dû au mariage. Voilà. Donc, et il s'est trouvé que la base terroriste, d'où les gens sont venus menacer Colman, était à 22 km de la ville. La zone est connue. Leur lieu, leur base est connue. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'attaque. Les gens de Colman disent un seul jour où il y a eu un avion qui a survolé la zone, ils ont déguerpi. Donc, c'est vous dire que, est-ce que nous avons la volonté véritablement de nous battre pour ramener la paix? Apparemment, cette insécurité arrange les gens. Quand Abbas parle de 2 ponts sur le Goral là, mais il faut déjà qu'on arrive à bitumer l'axe Terra, Bankilare, Colman, frontière du Mali, parce que la frontière du Mali est à 22 km de Colman. Si on arrive déjà à bitumer de notre côté ce tronçon-là, ça facilite déjà la mobilité de la population. Mais si nous restons dans le statu quo, moi je reste persuadé que ce statu quo d'abord ne va pas durer. Moi je ne suis pas pour qu'on arme toutes les populations. Moi je suis pour qu'on arme surtout l'entourage des chefs traditionnels et des grands marabouts. Parce que c'est eux en priorité qui sont en train d'être tués. Je pense que les chefs traditionnels, les chefs de village, ils ont quand même leur entourage, même si c'est 10 armes par village, ça peut permettre en tout cas au moins d'atténuer l'insécurité. Mais armer tout le monde, moi je ne suis pas pour, parce que ça... Oui, non, armer tous les bras valides, non. Moi je suis pour qu'on protège la chefferie traditionnelle et les grands marabouts. En tout cas, je pense qu'on peut les protéger en donnant une formation aux palefréniers. Oui, mais sauf que ça, le risque qu'on court, c'est que ça risque d'être considéré comme des milices, en fait, de ces gens-là. Quand c'est à la disposition des personnes, là, ça peut être mal vu, en fait. C'est l'État qui les arme, c'est l'État qui contrôle le nombre de munitions à donner, c'est l'État qui sait. Est-ce que VDP, genre, le style burkinabé n'est pas plus adapté? Même là, les Canadiens, par exemple, refusent d'armer parce qu'ils disent que ça n'obéit pas à une armée conventionnelle. Oui, mais quand c'est avec un marabout avec un chef traditionnel, c'est encore pire. Non, c'est-à-dire en fait la crainte dans cette affaire-là, c'est qu'on pense qu'à normal les gens ils vont s'en prendre peut-être. Mais moi je me dis, il y a un choix qui va s'opérer pendant le recrutement. Et il y a des gens qui sont déterminés à se battre. Parce que c'est quoi? La différence entre ces djihadistes et ces gens qui viennent tuer, des bras valides qui viennent tuer, c'est les armes. On apprend à la personne comment charger, comment réviser une arme, mais il va défendre sa famille. Non, on est des violations. Il faut qu'on ait le principe. Mais justement. Oui, non, moi en disant nous, je parle des Africains. Non, mais aujourd'hui, justement, c'est une nouvelle vision, un nouveau paradigme que les gens sont en train d'installer. Les Européens, de manière générale, les Occidentaux, il faut les laisser. Au-delà des considérations et tout ce qu'on peut dire, il y a quand même les faits qu'il faut reconnaître. Au Burkina, par exemple, c'est vrai qu'on peut reprocher, on essaie de reprocher certaines exactions à ces VDP, mais dans les faits, c'est des gens qui ont réussi à sécuriser certains villages. Il y a beaucoup de faits qui peuvent être mis à leur actif. Mais les gens, quand ils parlent des Canadiens et des Occidentaux qui refusent, mais oui. Quand ils refusent, mais il faut bien que on ne doit pas être toujours éternellement, ça fait 60 ans que les gens l'ont appelé, on est indépendant. Si les gens ne veulent pas,
il faut que nous, parce que les terroristes qui sont là, quelque part, dans l'inconscient populaire, on dit qu'ils sont subventionnés d'une manière ou d'une autre par eux. Oui, Même absolument. si on n'a pas les preuves tangibles. Oui. Mais on dit que c'est avec leur complicité. absolument. Donc, mais si vous ne pouvez pas nous aider, et regardez, moi je rappelle toujours, quand en 2013, les djihadistes déferlaient, ils étaient à 4-5 km de Bamako, c'est en 2 heures que tout a pris fin. On les a freinés en 2 heures. Oui. L'opération a commencé à 14 heures, à 16 heures, c'est fini. Les 3000 qui étaient en train de partir sur Bamako, ils ont été dispersés. L'opération Serval. Le Serval, qui s'est transformé maintenant en Barkhane. Oui. Donc, s'il y a la volonté, et c'était les vecteurs aériens qui ont joué le jour-là, et ils les ont tous éparpillés, et c'est fini, on les a cantonnés, et Bamako a été épargné. Donc, s'il y a cette volonté de faire, effectivement, on peut faire. Mais s'il n'y a pas la volonté, organisons-nous. Au Burkina, les villes qui sont récupérées, en tout cas les villes et les villages qui ont été récupérés tout récemment, l'ont été par l'armée, pas pour les milices. Donc, moi, je suis contre le fait qu'on arme tout le monde. Je suis pour qu'on arme les gens qui sont autour des chefs traditionnels et des grands marabouts. Je pense que l'État peut facilement les contrôler. Maintenant, parce que le problème qu'il y a eu un risque de guerre civile si on arme tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. Or, nous, ce qui nous arrange aujourd'hui, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ce soit les armées qui résolvent le problème, pas les milices. Moi, oui, parce que ce sont ces armées-là qui sont censées nous protéger dans les pays où nous sommes. Moi, je ne suis pas pour les milices, il faut qu'on se le dise les quatre vérités, mais je suis pour que les armées, dans les pays où nous vivons, nous protègent et ramènent la paix. Maintenant, si elles peuvent déléguer momentanément ce pouvoir-là à l'entourage des chefs traditionnels qui sont visés dès que les terroristes viennent dans les villes ou dans les villages, moi, ça ne me causerait aucun problème. Mais prendre les gens dans l'absolu, les prendre et les former, leur donner les armes, moi, je ne suis pas pour. Parce qu'on risque de se retrouver dans une situation, en tout cas, incontrôlable. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça que les choses. Maintenant, vous savez que, par exemple, une ville comme Falaguntou vient d'être libérée, mais par l'armée burkinabé. L'armée burkinabé est en train de s'activer. Moi, je me dis que les trois armées-là doivent faire pareil. Si nous voulons que la paix revienne, il faut aller chercher les terroristes dans leur dernier retranchement. Il ne faut pas attendre l'arme au pied qui vient nous attaquer. Maintenant, si dans ce cadre-là, par exemple, on dit, bon, les palefreniers qui sont formés, s'ils sont vulnérables, entre guillemets, ils peuvent accompagner, il n'y a aucun problème. Mais il faut éviter les VDP, en tout cas chez nous, moi de mon point de vue, parce qu'on sait comment les choses. Absolument. Voyons la réaction de certaines personnes, des spectateurs, des auditeurs qui nous suivent à la radio. Celui-ci, par exemple, ce qu'il dit est intéressant parce qu'il parle des patrouilles justement. Comment ça se passe? Il dit, et en réalité, la situation profite à certains responsables civils et militaires. Il faut que le président de la République, chef des armées, ait un œil regardant sur les missions de patrouille, tant militaires de chez nous que mixtes, qui sont organisées. Il dit par exemple, il arrive que s'il y a un contingent de 100 hommes, soyez sûr que 30 sont fictifs, parce que les primes sont perçues par les responsables en ce moment. Vous voyez un peu? Oui, bien évidemment, c'est une espèce de... Oui, bien évidemment. Bon, moi j'ai entendu ce genre de discours déjà, bien avant que ces débats soient posés ici sur ce plateau. Donc parfois l'effectif des militaires qui sont en n'est pas mais bien évidemment, parce qu'il n'y a pas... C'est celle qui décide de qui va être dans la mission, qui ne va pas être dans la mission. Mais moi, les primes sont récupérées. Oui, justement, mais c'est des choses comme ça. Mais moi je vais dire, la solution est radicale, parce qu'on a vu... Ça fait combien d'années que ça dure? 4, 5, 6, 7 ans aujourd'hui. Bon, je vais dire pour ce qui concerne le Niger et un peu, comment dirais-je, le Burkina Faso, nous sommes dans la 7e année et ça a commencé dans cette zone-là, je crois, en 2017, n'est-ce pas? Un peu 2016, 2017, ça a commencé. Mais alors, ça fait 4, 5 ans, 6 ans qu'on est dans cette situation. On a annoncé des achats d'avions, d'avions de chasse et tout. Mais moi, j'ai dit, il faut bien qu'on utilise ce matériel-là. Parce que tout à l'heure, Tradam disait que la guerre là, quand tu maîtrises le ciel, tu maîtrises, comme on avait dit, le sol. Et les guerres se gagnent aujourd'hui à travers le machin par le ciel. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vouloir continuer à mener la guerre de cette façon-là. Quand il y a une patrouille, quand il y a un déplacement des militaires sur le terrain, il faut nécessairement mettre les avions, faire décoller les avions. Mais attendez, mais c'est plus facile parce qu'eux, ils aperçoivent. De loin, ils peuvent apercevoir et détruire. C'est-à-dire, les éléments qui sont au sol, ils vont juste venir ratisser.
Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Bon, on essuie beaucoup d'attaques, même par rapport aux oppositions. Et je suis convaincu, je me dis quelque part, mais même quand il y a des attaques d'opposition, je me dis quelque part, peut-être que les renforts, même aériens, arrivent tard. N'est-ce pas? Si c'est systématiquement, il y a une attaque, une position, peut-être avant même que les assaillants ne finissent leur attaque, les avions, parce que ce n'est pas des voitures. Qui décollent, c'est sur le territoire, ils ne vont pas sur un autre territoire, n'est-ce pas? Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça. Mais on annonce qu'on a acheté telle chose, telle chose, telle chose. Mais on continue toujours à être dans cette situation où des gens viennent à moto, ils circulent dans des zones en plus où on a interdit la moto. Mais les avions de chasse, normalement, qui sont sur la base aérienne de Niamey, aussi bien les nôtres que Barkhane, 15 minutes, ils sont sur zone. 15 minutes, ils sont sur zone. Donc, on ne peut pas comprendre qu'ils aient... comprendre qu'on soit dans cette situation. Alors qu'on a des moyens, on dit qu'on a des moyens aériens pour faire l'inter... Mais 15 minutes sur une moto avec un cadavre, je ne veux pas. Non, je ne veux pas faire 5 km. Ils sont sur les... Moi, je vous donne l'exemple. Moi, j'ai servi à Nguinimi, mais je vous assure qu'il était quasiment impossible à notre temps d'attaquer la ville. Parce que aux 4 points cardinaux, on a des éléments qui quadrillent la ville. Moi, j'ai fait ça au moins une trentaine ou une quarantaine de fois. Donc, à 2 km, on est à 2 km, tout feu éteint. Tu peux nous tomber dessus sans savoir. Personne ne fume, personne n'allume de machin, de lampes, voilà. Et jusqu'au matin, 6 heures, et puis maintenant, on rentre... Il était quasiment impossible d'attaquer Nguigny. Mais j'apprends que les gens viennent juste dans le centre-ville en pleine journée ou en pleine nuit, enlever des... Non. Nous, quasiment en notre temps, c'était impossible. Monsieur Yacoba, il dit, je suis Yacoba, cette guerre contre les terroristes ne sera jamais gagnée si nos armées continuent à se conduire de la même façon. N'oubliez pas que les Africains ont échoué face à la pénétration coloniale à cause du refus de s'unir. C'est la même situation actuellement. Au lieu de s'unir, non, nos autorités passent leur temps à insulter le Mali. À mon avis, la fin n'est pas pour si tôt. Bon, je crois que ça, c'est un épisode clos. Oui. Il y a eu des passes d'armes, les gens se sont apparemment compris, puisque vous avez vu, on a même eu des échanges d'ambassadeurs. Donc, là n'est plus le problème, je pense. Aujourd'hui, le problème, c'est permettre à ces armées, effectivement, de constituer une sorte d'armée commune. L'exemple de l'axe Conakry, Bamako, Ouagadougou qui sont en train de faire, il faut que nous aussi, le Burkina axe, il faut qu'il y ait un axe du moins Bamako, Ouaga, Niamey, en matière de sécurité en tout cas. Oui, mais pourquoi ça ne se fait pas jusqu'à présent? Bon, c'est ça. Je ne sais pas, mais on finira par la force des choses. Parce que de toute façon, on ne va pas continuer à enregistrer des faits comme ça, des morts. Ça, on ne peut pas continuer à enregistrer ça, c'est évident. Les autorités seront obligées, par la force des choses, de mutualiser, comme c'était le terme qui était galvaudé d'ailleurs. Docteur Ila Ayouba, qui nous écrit depuis Malbaza, il dit presque la même chose que vous dites, docteur. Vous et Husseini Issa. Il dit ce qui me travaille l'esprit et que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, malgré tous nos moyens de renseignement, y compris l'appui des partenaires, on nous tend une embuscade avec des motos dont la circulation est interdite dans la zone. Et les assaillants se trouvent toujours le moyen et le temps d'emporter les cadavres de leurs amis. Ils laissent derrière eux un ratissage dont les résultats restent toujours problématiques. Mais comment on peut même ratisser? Quel ratissage? À partir du moment où les gens ils ont ramassé quel ratissage, ils venaient constater simplement les dégâts. Moi je me dis, sincèrement, moi je suis surpris par la nature des communiqués et du ministre de la Défense. Sincèrement, c'est pas non, c'est-à-dire que la mort même est devenue une banalité. La mort du soldat, ça n'aime plus. Non, moi je me dis, il faut qu'on arrête ça. Sincèrement, c'est une guerre. Même les diplomates qui se déplacent avec des convois là, à l'intérieur du pays, il n'y a plus de zone sûre. Il faut les couvrir ou les faire déplacer par des hélicoptères. Je vois des convois où les gens sont entourés de... Mais non, parce que les terroristes, quand ils attaquent en meute. Ils ont osé s'en prendre à tout un régiment au Burkina. Et ils ont pris la base. Pourquoi? Parce que d'abord, ils attaquent ce qu'ils appellent des attaques complexes là. Tu ne sais pas d'où viennent les obus, d'où viennent les tirs. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la zone, ils ont pris la base, ils ont chassé les soldats burkinabés. Moi, je me dis que, sincèrement,
Si nous voulons gagner véritablement cette guerre-là, il faut d'abord que nous soyons convaincus que c'est une guerre. Ce n'est pas un business. Les gens qui volent le carburant à destiner aux patrouilles, les gens qui... Il n'y a pas de patrouille mixte. Dans la guerre, c'est l'armée qui doit mener la guerre. Les autres forces de défense et de sécurité peuvent, à la rigueur, jouer à la police. Mais sincèrement, sur le front, il n'y a pas de patrouille mixte. La seule patrouille qui compte, c'est la patrouille militaire. C'est les armées qui... À la rigueur, peut-être les FAN et les guerres républicains là, ont pratiquement la même formation. Mais les autres, véritablement, on ne peut pas les envoyer sur le terrain de guerre. Il faut qu'on arrête. Tout ça, c'est à cause des primes. Mais derrière ces primes, il y a la mort. Moi, je me dis... Et en plus, il faut mettre des officiers compétents. Une fois que la guerre finit, même si vous n'avez pas confiance, envoyez-les dans les ambassades en tant qu'attachés militaires terminés. Mais pour la guerre, là, il faut des hommes compétents. Vous avez vu, partout où la guerre se déroule, quand il y a 1, 2 ou 3 opérations qui ne marchent pas, on enlève la tête, on met quelqu'un d'autre. Même Poutine a changé Hermagedon parce qu'il considère que Hermagedon n'a pas donné les résultats escomptés. Moi, je me dis, il faut prendre des compétences. Et il faut revoir la formation. On ne peut pas continuer à enregistrer des morts par dizaines. Ce n'est pas possible. Dans une guerre moderne, où nous avons des partenaires, 5 000 ou 6 000 soldats français ici, des hélicos, des avions, des mirages. Non, il faut arrêter. À moins de 200 km de Niamey, on attaque une patrouille, on la décime. Et on nous dit non, une patrouille d'une des opérations les plus importantes. Oui, opération de mouvement des forces spéciales. Parce que Al-Mahon, là, on décime cette unité-là. On vient nous dire non, 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 les gars, ils ont même réussi à remporter leur cadavre. Et à moto, ils ont détruit nos véhicules. Ils ont détruit. Non, s'il vous plaît. Moi, je me dis, il faut changer de parole. Monsieur Hamani. Moi, je dis qu'il faut que les Nigériens mettre la pression sur le ministère de la Défense pour qu'on sache les 16 là. Parce que 16 personnes. Les 16 personnes là. Elles sont civiles ou elles sont militaires? Et si c'est des militaires, qu'est-ce qu'elles sont advenues? Ça va passer comme lettre à la poste. Oui, mais madame, si on parle de c'est fini, il n'y aura plus quelque chose dessus. 16 personnes. Moi j'ai dit, c'est une patrouille. On parle de patrouille. Et ici, on parle militaire. Non, mais il a parlé des militaires morts, des militaires blessés. Et entre parenthèses, un deuxième point, on a mis de personnes disparues. Oui, mais alors, c'est une patrouille, c'est suite à l'attaque d'une patrouille. Et j'imagine que ce n'est pas dans un village que ça s'est passé. C'est comment dire dans le communiqué classique, on dit 16 militaires disparus. Vous dites la même chose. Il s'étonne du fait qu'on parle de personnes disparues. Voilà. Au lieu de militaires disparus, puisque ce n'est pas. Mais ça ne peut pas. C'est quand même des gens qui sont il ne s'agit pas certainement de civils. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça que je veux dire. Absolument. Mais ce n'est pas. Monsieur. C'est comme si c'est des civils qui étaient dans les parages. Donc on connaît le nom qui ont disparu. Absolument. Monsieur Hamani, qui nous écrit depuis Niamey, donc, il dit la solution est très simple. Il suffit que les armées coordonnent leurs actions. Si les FAMAS, les forces armées maliennes, avaient intercepté, par exemple, les fuyards, on les aurait détruits. C'est ce qui s'est passé lorsque dans la zone de Tilia, il y a eu l'attaque, la communauté s'est mobilisée jusqu'à la frontière. Puis elle aurait fait appel à ses parents de l'autre côté pour traquer les assaillants. Mais bien sûr, les armées feraient la même chose. Alors, je ne sais pas. Il faut ça. Surtout la zone de trois frontières, c'est une zone bien délimitée. C'est des familles. Mais il suffit de faire le ratissage. On a vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'opération Tanli, là, 1, 2, je ne sais pas, ici, il y a eu la 3e opération, mais qui a eu des résultats. Parce que de l'autre côté, ils sont traqués. Quand ils viennent ici, on les prend en sandwich. À partir de ce moment, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'échappatoire. Mais quand ils peuvent courir de l'autre côté, venir se réfugier tranquillement ici. Ils posent un acte ici, ils peuvent retourner. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que dans le communiqué même de la déclaration des ressortissants de Gorel, ils ont dit ça. Ils sont acculés de l'autre côté, ils sont en train de venir chez nous. Ils sont acculés du côté du Mali, ils se replient chez nous. Alors, on se pose des questions. C'est notre zone qui devient aujourd'hui la zone dangereuse, alors que c'est une zone qui est quand même, la concentration militaire doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas pouvoir manœuvrer. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est surtout la présence française. Oui, on se rend compte que plus les Français sont présents, plus on subit d'échecs ou d'attaques. Moi, je ne peux pas comprendre.
Mais eux, leurs convois ne sont jamais attaqués. C'est ce que je ne comprends pas. Oui, pourquoi? On finit avec C'est-à-dire qu'au Mali, il y a eu hécatombe, les gens ont fini par dire, bon, écoutez, il y a une collaboration entre les Français et les terroristes. La preuve, c'est que la France étant chassée du Mali, elle demande aux terroristes de Kidal de se réorganiser pour mener la charge contre l'armée malienne. Ici, on les accueille à bras ouverts et puis voilà ce qui nous arrive. Ils sont à Walam. Par centaines, ils sont à Walam. L'attaque a lieu à moins de 100 km de Walam. On perd pratiquement toute une unité et tout le monde est content, tout le monde est heureux. On peut un communiqué pour dire voilà, et puis terminer. Non, je pense qu'il faut se poser des questions. À partir du moment où Bazoum dit qu'il a la télécommande, il faut qu'il appelle les responsables militaires et nigériens. Comment une telle chose a pu se passer alors que vous dites que le cortège, non, la patrouille est survolée par un vecteur aérien. Comme ce qu'on a montré aux gens à la télé. Oui, voilà. Comment une patrouille surtout, ce genre-là peut être attaquée et décimée de cette façon. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Et surtout qu'il y a des précédents. Oui, il y a le absolument. temps qu'il y a la base, la position militaire de Sénégoder. Et comment ça s'appelle l'autre aussi, qui ont été carrément Inates, qui ont fait des dégâts, qui ont occasionné des dégâts considérables. Comment cette zone doit pouvoir être... Et on dit on a militarisé, et ces gens parviennent toujours encore, mais c'est ça qu'il faut se poser. Je finis avec ce commentaire, même s'il est un peu long, il est moyennement long. Il vient de M. Ibrahim Boubacar, qui nous écrit depuis Walam. Walam, c'est bien Walam, où le département duquel même si c'est Badibongou, c'est la même zone en tout cas. Si vous voulez qu'on gagne cette guerre, dit-il, il faut changer les chefs militaires et trouver des chefs téméraires à la tête de cette armée et non des constructeurs de châteaux et porteurs d'étoiles. Placer un officier leader ou général à la tête de la défense, car les politiques ne peuvent pas juguler cette situation vu l'indifférence de nombreux décès et l'enrichissement illicite dont je viens de parler. Je vous assure que ce qui s'est passé le vendredi n'est pas clair. Creusez encore, vous saurez plus. Il n'est pas possible d'avoir le dessus sur un mouvement appuyé par des vecteurs aériens et s'échapper. Certainement que les hélicoptères ont tenté de rentrer en contact après le massacre. Personne ne veille à l'appui aérien, encore moins les partenaires entre griffes. Sauf quand il s'agit de signaler des mouvements vers la capitale Niamey, sinon tant pis pour les autres. Essayez de voir seulement les détournements qui se passent sous couvert de cette lutte contre le terrorisme, matériel, carburant, kérosène, etc. C'est vraiment un vrai business. Oui, il dit que ces mouvements de terrorisme ne préoccupent que quand peut-être c'est vers Niamey que ça se fait. C'est la capitale et c'est le pouvoir central, donc le pouvoir peut être en danger. Mais l'un dans l'autre, comme il dit, vous voyez, à force de vivre cette situation, tout le monde est devenu un spécialiste de ces questions. Donc ça veut dire que quelque part, on ne peut plus mentir aux gens, on ne peut plus les vendre des vessies pour des lanternes. Ça, il faut que le ministère de la Défense le comprenne. Il y a eu une bourde, il y a eu une faille, les gens se sont engouffrés dans cette faille, reconnaissons-le, rendons hommage à ceux qui sont morts pour la défense de la patrie et prenons des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. C'est tout, c'est mieux que de s'enfermer à vouloir enjoliver une situation qui n'est pas rose. Absolument, autre message, c'est vraiment sous la forme de vrais coups de gueule que les gens parlent désormais, après ce qui s'est passé, et on peut comprendre ça. Moussa Zakari, il nous écrit aussi depuis Walam, il dit la situation dans ce problème de l'insécurité est d'autant plus grave que malgré toutes ces atrocités que subissent les populations, nos autorités ne se gênent pas à crier à tout bout de champ pour essayer de convaincre je ne sais qui que la coopération avec la France est pour la bonne cause. Où étaient alors ces militaires français lors de cette attaque du vendredi? Que faisaient-ils pour ne pas voir ces terroristes tendre l'embuscade malgré leurs drones? Il est, je pense, grand temps de faire table rase de toutes ces coopérations suicidaires pour répartir sur de bonnes bases dans l'intérêt des seules populations nigériennes. Moi, j'ai vu un communiqué, je ne sais pas si... Quand j'ai vu des chiffres qui ont été donnés après le communiqué du ministère de la Défense, on dit que la riposte a permis de neutraliser 80 terroristes. Et je me demande où. Franchement, moi, je suis sceptique. Moi, je me dis, en tout cas, sincèrement,
même sans compter sur les Français, nous avons nos propres hélicoptères. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, étant en situation de guerre, les équipages sont en alerte 24 heures sur 24. Il y a un accrochage où nos forces sont prises à partie. Normalement, au bout de 20 minutes, ces hélicoptères-là doivent être sur zone. Parce que les hélicoptères ne suivent pas la route, c'est en ligne à ligne. Donc, au bout de 20 minutes, les hélicoptères sont sur zone. Ceux qui sont en moto ne peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas possible. Même s'ils se dispersent là, les hélicoptères ont la possibilité de les poursuivre one by one pour les éliminer. Et même de l'empêcher de traverser la frontière, en les prenant à revers, d'empêcher... Maintenant, ces hélicoptères-là ne décollent pas. Ils ont le temps, sur des motos, de prendre leurs cadavres, se les attacher et puis rentrer chez eux paisiblement. Si ces hélicoptères-là interviennent... Et de sorte qu'on ne sait même pas combien on a tué. Voilà. Oui, de sorte qu'on ne sait même pas combien on a tué. Si on a tué. Maintenant, on peut prendre, à supposer même qu'ils puissent s'échapper, on peut retrouver les traces. Parce qu'avant, là, vous pouvez même voir une plaque d'immatriculation en fonction de l'efficacité de l'appareil que vous avez. On les repère, on les bombarde et on demande aux forces terrestres de donner l'assaut. Le lendemain ou le même jour, on règle en partie ce problème-là. Surtout qu'on sait pertinemment que quand on les attaque ou quand on les disperse, vers où ils vont. On sait qu'ils vont courir vers la frontière malienne, dans tous les cas. Qu'ils ne vont pas courir à l'intérieur du Niger. En fait, bon. Au-delà de tout ça, il faut que le régime se convainc que la démocratie a des exigences. Parce que tout ça, parfois, on lit ça à la peur du régime de se faire renverser, d'avoir un coup d'État. Parce que les hélicos, ils ne peuvent pas être en eux même en temps de guerre. La zone, le sanctuaire terroriste, il faut forcément que les hélicos ils soient dans ces zones. Soit il y a une base à Walam, où on forme nos militaires qui vont dans les missions, on peut les stationner là-bas, ou dans la zone, dans le Gorol, on peut avoir une base hélicoptère pour pouvoir être opérationnel. Mais si c'est à Niamey, effectivement, ça peut poser des problèmes. Il faut que le régime se convainque que lui-même, que vraiment il a envie de faire des victoires. Il faut qu'il fasse des victoires, des éclats, comme on dit, pour pouvoir rassurer les Nigériens. Mais si chaque fois on dit, on nous montre à la télévision autre chose, et sur le terrain, il y a d'autres choses qui se reproduisent, l'inverse se reproduit, donc il y a un gros problème. On n'a pas besoin d'hélico à Niamey sur la base aérienne de Niamey. Bounty, adjudant-chef à la retraite, Hassan Seydou, il dit juste pour appuyer les explications du docteur Bounty, à la seule différence que les patrouilles, par rapport aux patrouilles, il dit à la seule différence que les patrouilles sont les plus efficaces que la position défensive. Il pense que ce que vous dites est vrai. Les patrouilles n'ont pas souvent beaucoup de résultats, mais il pense qu'elles sont toujours meilleures que la position défensive. Il dit néanmoins, les remarques du docteur Bounty restent valables. Les patrouilles sont mal exécutées. Notablement, la stratégie des patrouilles est née après le carnage de Inates. On peut patrouiller. Les patrouilles sont peut-être nécessaires au cas où il y a une couverture aérienne qui les suit. Mais les patrouilles dans l'absolu, là, sans couverture aérienne, ça ne sert à rien puisqu'on a vu les résultats que ça donne. Les patrouilles passent, les terroristes attaquent le village. Donc, alors que là, carrément, ce n'est pas le village qui est attaqué, c'est même la patrouille qui est attaquée. Où est l'efficacité de la patrouille à partir du moment où elle est décimée? Parce que ça, c'est une grosse patrouille quand même. Oui, elle est décimée. 14 véhicules, voilà, elle est décimée. Alors que normalement, ces patrouilles-là doivent être accompagnées d'hélicos ou d'avions de... Moi, je pense pour clore, si on veut finir avec cette guerre-là, parce qu'on annonce l'achat d'armes, de moyens aériens, on peut finir avec cette guerre qu'avec des moyens aériens. Si on dit, bon, il faut éviter des exactions contre les populations civiles. Quand les gens viennent attaquer, ils sont sur des motos, quand les moyens aériens décollent là. Mais comment une moto peut arriver à se mettre à l'abri quand il y a un avion de chasse qui est en l'air? N'est-ce pas? Et les Occidentaux, les Français, de temps en temps, quand ils disent qu'ils ont fait tel exploit, ils ont tué tel chef djihadiste, c'est souvent avec drone ou des choses comme ça. C'est avec drone, c'est avec drone. Je pose cette question de M. Hassan, qui revient. Il dit, j'ai une question, enfin, à tout le monde. Je voudrais savoir en quoi dénoncer l'attaque d'avant-hier constitue à saper le moral de nos FDS. Parce qu'il dit cela, enfin, il pose cette question parce qu'il a lu une publication
sur Facebook du ministre Kassou Mokhtar qui dit que les gens essaient de saper le moral des soldats. Qu'est-ce qu'il connaît le moral non, s'il vous plaît. Nous, on cherche à ce que ça s'améliore. Lui, quand il va chez lui, il est entouré de soldats. Nous sommes seuls. Ce que nous voulons, c'est que la paix revienne. Personne ne veut saper le moral. Tout au contraire. Nous voulons que la paix revienne. Que la vie du soldat soit préservée. Voilà, oui, que quand ces gens-là organisent des patrouilles, que ces patrouilles soient aussi protégées. Quel est le sens d'une patrouille qui se fait décimer? Quel est le sens d'une patrouille qui se fait décimer? Non, nous ce que nous cherchons, c'est que notre armée reprenne de la vigueur, puisse pour protéger l'ensemble du territoire national. En quoi on va saper le moral? Lui, il est mal placé pour nous donner quand même des leçons de morale. Il n'a qu'à déjà aller répondre aux dossiers qu'il attend peut-être à l'Asia. Je pense qu'on est ministre, qu'on est plus nationaliste. On aime le pays là mieux que lui. Non, en fait, moi je pense que c'est même le communiqué du ministère de la Défense qui démoralise les troupes. Parce que cette histoire de disparus là, si c'est des militaires qui sont disparus, on ne peut pas les qualifier de personnes. C'est-à-dire qu'elles ont perdu même leur identité. Donc elles partent en perte et profit. La nation ne les reconnaît pas. Et qui va accepter aller pour combattre pour son pays et quand il y a un problème, on dit que tu es personne. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es personne, c'est tout. Donc c'est au contraire, il n'a qu'à s'en prendre à leur propre communiqué qui dit vraiment des contre-vérités parce que lui, comme on dit, c'est un politique. Il veut dans l'absolu plaire peut-être à son régime pour dire que les gens sont... Mais, comme l'a dit si bien Bounty, personne, il y a le pays existe, nous sommes dans ce pays parce qu'il y a la sécurité. Personne ne peut vouloir que ce pays vive dans une situation de sécurité. C'est parce que c'est un problème qu'on est en train de vivre. Les populations de ces zones-là, c'est bien beau de rester à Niamey pour vouloir... Il n'a qu'à faire ces zones-là. Il n'a qu'à... Avec les mines et autres, tout ça. Il y a des populations aujourd'hui, toutes ces gens, ces populations, ils ont envie de vivre dans la dignité. Mais alors, mais venir s'asseoir pour dire, mais c'est parce que les gens ont mal que des choses comme ça continuent à perdurer. On peut y mettre fin et le plus rapidement possible avec des moyens aériens. Peut-être à chaque... avec le remaniement, il veut être conservé, malgré tout. Peut-être. C'est terrible. Et puis, c'est la détresse. Dans tous les cas, c'est la détresse de la saison quand on voit. C'est un peu désolant. En fait, c'est la même rengaine. Qu'il y ait des attaques ou pas. Quand les gens parlent de la sécurité ou de l'insécurité, des attaques, on dit toujours que non, on veut saper le moral des troupes, qu'on veut faire ceci. Chaque fois, c'est la même rengaine. Moi, je crois qu'elle ne prend plus. Quoi. Il faut trouver autre chose en fait. Ça perd le moral d'une troupe que celui qui l'envoie sans moyen. Voilà. Est-ce que c'est plus compliqué à savoir? Il n'y a pas meilleur déstabilisateur, meilleur sapeur de troupe que ça. Oui, mais sauf que quand vous dites ça, on dit plutôt que c'est vous qui voulez mais saper non, le moral des troupes. ils n'ont qu'à dire. Les troupes n'ont pas les moyens. Ils n'ont qu'à dire, mais c'est la vérité aussi. Absolument. Ça c'est pas un problème. En 2003, pour faire de l'histoire, il y a 20 ans. Je dirigeais un quotidien qui s'appelait Matinfo. C'était la même guerre que j'ai eue avec le régime. On dit, il s'appelle... Mais devant le tribunal, j'ai montré que non, il n'y a pas plus, peut-être même protecteur de cette armée que moi. Parce que moi, je dénonce au moins les travers que le régime les fait faire. Donc il faut que les gens, c'est vraiment toute raison gardée, il faut que chacun joue son rôle. Il est ministre, il veut défendre son pain, c'est son droit le plus absolu. Mais qu'ils ne disent pas de contre-vérité. Que les gens veulent saper le moral. Non, mais s'il n'y a pas la sécurité, là, lui, il sera là dans un gouvernement. Oui, et moi, je pense que cet argument-là, il faut vraiment le laisser. Même pas il est vieux, il est... Oui, c'est une rengaine qui prend plus. Oui, et puis les troupes, comme vous dites, les troupes savent qui sapent leur moral. Enfin, il faut arrêter de tourner les gens comme en bourrique. Enfin, en finir avec cette... Parce que c'est important, dans la recherche des solutions, peut-être, et le président de la République, Bazoum, l'a déjà dit, qu'il essaye d'utiliser toutes les voies possibles, même celle de la négociation. On l'a entendu le dire plusieurs fois. Hein. Alors, le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Souley, en visite dans le canton d'Abala, donc le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a demandé l'implication des chefs traditionnels dans la lutte contre le terrorisme. Il leur a demandé, entre autres, de convaincre les responsables des groupes qui sévissent dans la zone de déposer leurs armes, comme ce fut ailleurs dans d'autres localités. Et selon les propos du ministre, ils se sont même entendus sur cet état de fait, mais que les résultats sur le terrain n'étaient pas probants.
Et donc, il est même allé jusqu'à dire que bon, le président de la République, son gouvernement, le président de la République en tête, essaie de donner un autre délai supplémentaire, 1 mois notamment, pour voir si la situation va évoluer et voir si ces chefs, ces responsables, ces chefs traditionnels ont des résultats sur le terrain, ont pu inverser la tendance par rapport aux engagements qu'ils auraient pris dans ce sens. Je propose de suivre donc le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Souley, M. Adamou Souley. Président de la République Mohamed Bazoum, avec les différents leaders communautaires et d'opinion de tous les villages du canton de Kourfé, élargi aux chefs de tribu Peul, de Bangui, de Birninkoni et de Tilia, région de Tawa, et à celui de Dogandouchi, région de Dosso, s'est déroulé en présence notamment du gouverneur de la région de Tilaberi Yaya Rouna, du préfet du département d'Abala, des responsables des forces de défense et de sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements et des recommandations pris à l'issue du forum axé sur la recherche des voies et moyens permettant un retour définitif de la paix dans la localité d'Abala tenu le 17 septembre dernier. Des engagements qui, malheureusement, n'ont pas été tenus. Les responsables de cette communauté, les chefs de tribu que j'ai rencontrés aujourd'hui, ont demandé à rencontrer le président de la République, à qui ils ont présenté des doléances. Entre autres doléances, la réouverture des marchés, parce qu'à un certain moment, pour des raisons de sécurité, les marchés avaient été fermés. Le président a immédiatement accédé à cette requête. Ils ont également demandé à ce qu'ils aient la possibilité de visiter leurs enfants qui ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons pour faits de terrorisme. Le président a ordonné à ce qu'on leur permette d'accéder à la prison pour s'assurer que leurs enfants sont encore en vie et en bonne santé. Tout ce qu'ils ont demandé au président de la République en son temps, y compris un réaménagement au niveau même de l'administration, le président l'a accepté. Parce que ils ont fait comprendre au président de la République que c'était des conditions quelque peu préalables qu'il fallait remplir pour accélérer le processus de retour de la paix définitive dans le département d'Abala. Malheureusement, en retour, rien n'a été fait de leur côté. Tous les engagements qu'ils ont pris, aucun d'entre eux n'a été respecté. Nous avons tenu à le leur dire en face et ils ont reconnu qu'ils ont failli. Après des échanges francs et fructueux, le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adam Souley, a exhorté les participants à cette rencontre à la recherche de solutions endogènes et surtout au respect strict de leur engagement pour un retour définitif de la paix et de la cohésion sociale à l'image de Bani Bongo. Nous leur avons demandé de se ressaisir. Ils ont pris l'engagement ferme de se ressaisir, de le faire. Nous pensons qu'ils ont bien compris le message du gouvernement. Ils ont bien compris que la paix, le retour de la paix au sein des communautés, le renforcement de cette cohésion ne peut que renforcer la cohésion sociale. Et par conséquent, ils ont le devoir d'y travailler. Ils ont pris un engagement ferme. Nous allons les observer. Nous allons voir dans un mois comment la situation va évoluer. Et nous pensons que, vu la qualité des différentes interventions, nous pensons que les engagements vont être tenus. Et dans un mois, la situation va certainement évoluer favorablement. Rapidement,
Rapidement, quelques secondes pour réagir. Oui. J'ai comme l'impression que il a mis les chefs traditionnels en face pour leur dire vous avez décidé, vous pouvez mettre fin à ce qui se passe dans la zone. En matière d'insécurité, en matière de terrorisme, parce que tout simplement ceci, cela. Mais alors, la solution est simple, n'est-ce pas? Un nouveau délai de combien de mois a été donné? Bon, mais si d'ici là, ça ne se règle pas, ça veut dire que bon, on connaît déjà un peu ceux qui sont... C'est un peu, moi, d'après l'explication qu'il a fournie, c'est ce que j'ai retenu. On connaît qui sont les leviers sur qui on peut activer pour pouvoir mettre fin à ça. Maintenant, ils ont refusé un premier temps de faire le travail qui est attendu d'eux. Ils ont un mois. S'ils ne le font pas dans un mois, c'est que certainement des mesures beaucoup plus drastiques vont être édictées à leur encontre. C'est ce que ça signifie. Mais moi, je me dis, c'est peut-être une explication simpliste. Aujourd'hui, le phénomène-là, ça a pris notre envergure, n'est-ce pas? On parle de djihadisme, de terrorisme. Bon, on a vu un peu ici, même personnellement, par exemple, une fois a dit qu'il a rencontré comment vais-je dire, des chefs terroristes et tout et tout. Mais la solution, est-ce que c'est pour autant réglé? C'est pas réglé. Parce que ces gens, ils ont pris goût à donner gratuitement la mort, à s'enrichir. Ils sont devenus comment vais-je dire, quel est le qualificatif qui est. Mais ils ne peuvent pas comme ça s'arrêter. La seule façon peut-être de les amener à la raison, c'est karma, c'est les traquer et puis en finir. Mais alors, mais si on ne le fait pas, on pense qu'en passant par des mécanismes comme ça, on peut ramener. Mais on a vu qu'en 2007, avec le MNJ, quand les gens ont refusé de négocier, quand j'ai trouvé la solution radicale, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé quand il y a eu l'aviation. Ils sont venus, mais ils sont venus, ils ont dit de poser les armes pour venir négocier. Et c'est fini, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, quand il y a eu la pause de la première près Mouraren, j'étais dans la zone là-bas. Et quand les chefs sont arrivés, il a dit, bon, il y a du travail. Oui, parce qu'il avait dit, il avait posé le principe qu'en fait, on ne négocie plus. On ne négocie plus. Ce n'est plus des mouvements, mais des bandits avec des Voilà, alors, ce n'est même pas des gens, des revendications qu'on peut considérer comme légitimes. Ils vont accepter peut-être. Absolument. Mais au bout d'un certain temps, ils vont encore retourner. Absolument. Alors, il faut passer par la méthode forte pour les amener à la raison et mettre fin définitivement de manière radicale à ces choses-là. On parle de forum dans la région d'Abala et tout, même à Banibongou. Oui, mais bien sûr, on a fait le parallèle pour dire oui, comme à Banibongou il y a eu un forum, oui, mais alors, il y a eu l'attaque, non? Quelques jours après, il y a eu cette attaque. Donc, vraiment... Il y a une chose qui est là quand même, c'est que le président est adepte de ce système de discuter, de vouloir convaincre les gens à revenir de la raison. Rappelez-vous quand il était ministre de l'Intérieur, avec les gars de Boko Haram, il y a eu même, si vous vous rappelez, à Difa, une sorte de sanctuaire, une sorte de déradicalisation. C'est une bonne chose. Ça a produit des résultats que chacun a apprécié à sa manière. Maintenant que aussi son ministre de l'Intérieur applique la même thérapie, on lui souhaite bonne chance et on va voir dans un mois, rendez-vous dans un mois, voir ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Rappelez-vous, on a une institution dans la zone qui s'occupe du retour de la paix. Mais est-ce que pour autant la paix est là? Elle continue à fonctionner. C'est une institution budgétivore. Les chefs traditionnels sont les premières victimes quand les gens viennent dans les villages ou dans les... C'est eux et les marabouts, c'est eux qui sont recherchés et tués. Donc, moi je considère que ceux qui sont en prison ne sont plus leurs enfants. Non, non. Quand ton enfant décide que, voilà, il peut te tuer, directement ou avec la complice, ce n'est plus ton enfant. On ne peut pas leur donner un mois. Le seul mot qu'il faut donner, c'est de repérer les bases de ces terroristes-là et envoyer la canonnade. Moi, je pense qu'il faut exclure les chefs traditionnels. Il n'y a pas de négociation possible. Ceux qui sont rentrés dans le Daesh ne vont jamais abandonner le terrorisme. Il faut que les choses soient claires. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents. La seule chose entre eux et nous, c'est le fer et le feu. Moi, je pense que c'est tout. Les chefs traditionnels, il ne faut pas les fatiguer, il faut les laisser dans leur machin. Eux-mêmes sont victimes. Qui veut voir son enfant prendre les armes? Mais de par les propos du ministre, on a dit qu'ils ont pris des engagements. Il y a quelques temps, ils ont pris des engagements qu'ils vont travailler dans ce sens. Non, ils peuvent faire quoi? Ils vont aller dans les bases terroristes pour soutirer leurs enfants qui sont éventuellement avec Daesh? Non, moi je pense que... Lui, le ministre, il a organisé il y a un mois un truc à Banibongou. Non, même pas comme ça. Il y a 2 ou 3 semaines. Avec le maire de Banibongou. Et puis, ce n'est pas un problème communautaire. C'est un problème d'individus qui ont décidé d'intégrer
une association de criminels. Point barre. Vouloir faire de ça un problème communautaire, c'est justement nous pousser vers la guerre. C'est ce qu'on ne veut pas. Ceux qui sont partis là-bas n'ont pas de parents. Ceux qui sont dedans n'ont pas de parents. Les chefs traditionnels n'ont pas de parents. Ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont rentrés dans le terrorisme, il faut les combattre avec le feu et le fer. Moi, de mon point de vue, moi-même, ces histoires de camps où il faut les déradicaliser. Quelqu'un qui est devenu fou par la drogue, comment tu vas le déradicaliser? La seule déradicalisation, c'est de l'envoyer dans un goulag, le faire travailler et puis... Oui, mais l'expérience a montré, les faits aussi, l'expérience a montré qu'il y en a qu'on a pu récupérer. Écoutez, dès que les terroristes vont progresser, ils vont... Il y en a qu'on a pu récupérer des griffes de Boko Haram. Des jeunes garçons comme des jeunes filles, qu'on a pu récupérer. Moi, je pense qu'il n'y a pas à négocier avec eux. La seule chose à faire, c'est de lancer la caméra. Point barre. C'est la guerre. Voilà, merci docteur Amadou Bounti Diallo. Non, oui, mais on aurait bien voulu, mais c'est le temps. On a pris 30 minutes de retard, malheureusement, qu'on ne peut pas rattraper. Il est déjà 13 heures passées. Il y a des gens qui attendent. Il y a des qu'on parle du nouveau gouvernement en gestation, semble-t-il, selon nos confrères en tout cas. Un remaniement gouvernemental en profondeur et dans l'air. Le journal Le Monde d'aujourd'hui l'a dit, le Courrier aussi. Le journal Le Monde d'aujourd'hui a dit que vent de remaniement ministériel, Bazoum veut assainir en profondeur son gouvernement. Et puis le Courrier qui a dit quel crédit accorder au remaniement du gouvernement en perspective. C'est un titre bancal, sauf qu'on constate que c'est pratiquement la cinquième annonce. La cinquième annonce. Moi j'ai fait un petit calcul, je suis arrivé à 5, je ne sais pas si c'est le cas. La première annonce, on se rappelle, c'est à l'occasion des premières vacances présidentielles du président, en août 2021. Là. La deuxième annonce, c'est à l'occasion de l'arrivée du nouvel allié, Kishikasa. On a dit qu'il y aura un remaniement gouvernemental, etc. En profondeur. La troisième annonce. Oui, mais on a dit un remaniement en profondeur. Et c'est un ajustement technique, ce n'était pas un remaniement. Personne n'avait quitté son poste en dehors des ministres qui étaient remplacés. Et puis la troisième, si je ne m'abuse, c'était à l'occasion de ces deuxièmes vacances présidentielles. Là, on a vraiment annoncé que, en août 2022, là, qu'il y aura en profondeur. Et la quatrième, si je ne m'abuse, c'est on nous a promis qu'après le congrès, qu'il y aura un vrai remaniement en profondeur. C'est bien cela, non? Donc là, on est à la cinquième annonce. En fait, le problème, c'est que qui dit? Il n'y a pas de sources crédibles. C'est les mêmes sources. C'est les mêmes sources. Encore que personne ne dément. Personne n'a démenti de quelqu'un. Non, moi, je me suis fait dire une fois que, justement, l'un des premiers conseils de janvier, il a tenu à dire à ses ministres de se tranquilliser. Tout le monde est cloué par cette histoire de remaniement, que lui, il n'a pas envie de remanier tout de suite en tout cas. Donc ça veut dire qu'il a cloué. Oui, des vœux là. Non, pas à l'occasion de présentation de vœux. Lors d'un des premiers conseils des ministres du mois de janvier, il a rassuré les gens que les gens se mettent au travail, puisqu'il a senti effectivement, il y a une lourdeur. Dès qu'on annonce le remaniement d'un gouvernement, les gens sont timorés, ça ne marche plus, tout le monde vous parlez de sources, peut-être, mais vous parlez de sources, c'est les mêmes sources. C'est les mêmes sources. Non, moi je pense qu'il ne va pas leur dire je vais remanier le gouvernement. Bon, il a peut-être dit dans le privé, mais il ne va jamais le dire au gouvernement, au ministre là, je vais vous chasser. Il va les chasser à leur insu. Mais est-ce qu'on est d'accord? Vous parlez d'action timorée tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est même pas plus grave, plus timoré que ça? Est-ce qu'on est tous d'accord que bon, ce gouvernement-là a besoin quand même d'un petit coup de fouet? Oui, d'être secoué un peu. Et puis ceux qui sont indexés par la Cour des comptes, je pense que c'est le temps pour eux d'aller s'expliquer devant la justice. Moi je me dis, voilà. Oui, mais ça c'est toi et moi, nous ici le plateau on le dit. Mais le premier chef qui décide, c'est comme à un certain moment, on dit non, il y aura ça. Les gars me disent non, c'est moi qui décide, c'est le président qui décide, il n'a pas décidé donc. Je retiens quelque chose de la vie de Bongo. Il dit un jour il devrait enlever son ministre de la Santé. Omar Bongo. À 10 heures, il reçoit le gars dans son bureau et puis le ministre déclinait son programme quoi. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, machin. Alors que lui, il sait qu'il a déjà signé le décret le faisant partie. Il dit c'est une décision qui lui est restée à
au travers de la gorge, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Mais pour des raisons politiques, il fallait qu'ils se débarrassent de lui. Donc c'est vous dire, moi, quand Bazoum dit tranquillisez-vous, ça veut dire que vous devrez même vous inquiéter. Pourquoi c'est maintenant qu'il en parle? Pourquoi c'est maintenant qu'il vous dit non, je ne veux pas remanier, allez-y travailler? Non, lui-même en privé, il dit que ce gouvernement-là ne le satisfait pas. Et on a même des noms, il semble-t-il, que son mentor veut lui imposer et qu'il refuse en tout cas d'intégrer dans son gouvernement. Voilà le problème. Non, mais ton exemple gabonais, il est bon. Ce qui est gabonais, le Gabon, Omar Bongo était l'absolu président. Il était le seul qui décide. Il était le seul qui décide. Moi, je ne fais pas de parallèle. Voilà. Or, au Niger, c'est une alliance. C'est pas qu'il y a le parti, il y a un mentor. Ouais, le parti, le mentor là qui a oui. de vouloir lui imposer des ordres. Non, mais le parti, le MNZ, les autres Kishinkasa et compagnie, s'ils n'ont pas envie que leur ministre quitte, le président Bazoum ne peut pas quitter. Peut-être qu'il y a une friction, mais ils n'ont pas envie. S'ils n'ont pas envie, on a vu tous les 2 mandats de Soufou. Il y a des gens qui ont maintenu leur gaz, ça n'a pas bougé. Le président de l'absolu ne peut pas décider, dire qu'il te chasse ou il te chasse pour le président. Dans une alliance, quand vous parlez de Souf, quand même, il l'a fait dans son mandat. De lui-même, il a décidé de faire partie des gens de son gouvernement et ça a été fait. Voilà. Non, ça a été fait. Oui, ça a été fait. Non, non. Ouais, on le sait ça, non? Et des proches à lui, il a fait partie des gens du gouvernement. Non, peut-être qu'il les a ramenés. Ça a été fait par la force des choses. Non, mais non. Et en dehors des gens de son camp, des alliés aussi. Oui. Des par la force des choses. Donc c'est les circonstances qui imposent ces décisions. Oui, vous savez. En fait, on ne peut pas trop. Non, mais c'est que moi, je ne vais pas être loin. On a beau changer, on peut tout changer. Il faut changer le mode de gouvernance. C'est des hommes qu'on va amener, non? Ils vont pratiquer la même chose. Et c'est de ça que les gens sont fatigués de la façon dont les choses. On veut des gens qui vont. C'est la gouvernance karma, le mode de gouvernance qu'il faut karma changer dans ce pays. Parce que ça a montré. Mais quels gens? Non, aujourd'hui, quand les gens pensent qu'en changeant un homme à la tête d'un ministère, ça va changer quelque chose. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est le système, c'est comment la vision, les perspectives et tout. C'est ça qui manque. Aujourd'hui, quiconque on va amener, il va dire, selon la vision éclairée du président de la République, alors, lui, il a quoi? Il propose quoi, lui, en tant que... pour changer les choses. Tout le monde est karma agrippé à un peu, alors qu'il n'a aucune initiative à son niveau. Ça va servir à quoi? Qu'on change même toute l'équipe là, ça va changer quoi? Rien, ça va donner juste des postes à des gens qui vont aussi être dans des véhicules noirs. Ça va s'arrêter à ce niveau-là. Merci Hussein Issa, merci Traoré Daouda, merci Amadou Mouti Diallo. Merci mesdames et messieurs de nous avoir reçus chez vous pour plus de cette semaine. Excellente suite de programmes sur la télévision. Bon, au revoir.